Quand tu as eu peur contre toi-même, il n'y a plus grand chose où il n'y a plus beaucoup de personnes qui peuvent te faire peur. Il va te dire c'est un patron. Non, ce matin je suis bougon. Il va te dire mais alors je t'explose ton entreprise. La vente, nul. Lui c'est sûr je deviens son meilleur pote, c'est sûr je vais le gratter. Les gens ils vont penser comme ça. Ouais. Voilà, ça fait chier, tout ce que tu gagnes en France, il y a la moitié qui se barre. Voilà, c'est point. En fait, je suis pour le féminisme égalitaire en fait. Enfin, comme je suis hoministe. Salut Alice. Salut. Bienvenue sur le podcast Au-delà des apparences, c'est un plaisir de te recevoir ici. J'ai beaucoup de questions à te poser suite à ton gros parcours. Soit tu peux te présenter, soit je peux faire l'intro pour toi, comme tu préfères. Bah écoute, je vais te laisser m'introduire et être un petit peu flemmarde. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Alice, elle est présente sur les réseaux sociaux. Tu es créatrice de contenu et influenceuse. Tu fais du mentoring business. Tu es conférencière, formatrice aussi. Tu es chroniqueuse sur France 3 et tu es consultante aussi un petit peu chez BFM Business, mais via Audrey, c'est ça? Tu bosses toujours avec elle? J'accompagne Audrey, Audrey Tcherkov, qui est présentatrice sur BFM Business. Ok, parfait. Ma première question, c'est lors de nos échanges, tu m'as dit que les réseaux sociaux, ça avait changé ta vie. En quoi ils ont changé ta vie? Alors, les réseaux sociaux, clairement, ça a été pour moi le tremplin. Ça a été l'outil qui m'a permis d'abord de me réconcilier avec moi-même, qui m'a permis de changer mon regard sur moi-même et surtout qui m'a ouvert les portes vers des tas d'opportunités. Et je m'y attendais pas parce que, comme tout le monde, je l'utilisais au départ comme, on va dire, un plaisir, un loisir. Et en fait, c'est devenu mon métier et c'est même devenu indispensable dans mon quotidien. Ok. Et tu avais eu quelques soucis, tu m'avais dit, avec l'anorexie et aussi un handicap visuel de naissance, si je dis pas de bêtises. Absolument. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour, comme ça va nous permettre de retracer un petit peu ton parcours et savoir d'où tu es parti et comment tu es arrivé jusqu'à tout ce que tu as fait aujourd'hui. Alors moi, je suis née avec un handicap aux yeux. Alors c'est un léger handicap, mais ça reste un handicap, c'est que je suis malvoyante de l'œil gauche. Je suis pas totalement... aveugle, mais je vois très mal, enfin pas suffisamment pour conduire, marcher, écrire, etc. Et j'ai fait de la rééducation pendant 15 ans avec ce petit trouble que j'ai eu, donc je suis toujours malvoyante de l'œil gauche, ça me permet juste de te regarder dans les deux yeux. Et ce handicap, il m'a appris la résilience dès que je suis née, tout simplement, parce que quand tu nais et qu'on te dit que tu es différent des autres enfants et que tu vas devoir te battre, et ben c'est cette phrase, tu finis par l'accepter et elle devient ton leitmotiv. C'est ta phrase, ton mentor. Et je l'ai appliquée dans tout ce que j'ai fait plus tard. C'était vers quel âge ça, à peu près, que tu t'en es... Alors, on s'en est rendu compte à mes 2 ans. 2 ans et quelques mois. Aujourd'hui encore, je suis très contrôlée parce que j'ai des risques de décollement de rétine, donc de perte de la vision. Donc tous les jours, je me dis, demain, peut-être, je verrai pas ou je verrai pas en partie. Et quand tu te dis que tu verras pas en partie, eh ben, tu savoures la vie. Voilà. Concernant l'anorexie, alors bon, ça a été une succession de fusibles qui ont été enclenchés. Comme beaucoup de personnes, je pense que je n'ai pas été un cas plus grave que les autres. J'étais un cas grave comme tout le monde. Voilà. J'ai eu une puberté très violente. On va dire que de mes 12 ans à 12 ans et demi, je suis passée d'un taille 12 ans chez Gap à un taille 44 chez H&M ou Tati. Et ça a été assez impressionnant pour moi de passer d'une petite fille qui était pas trop mal dans sa peau, si ce n'est qu'elle avait été un pirate avec son cache à l'œil pendant l'enfance, mais sinon j'ai pas très mal vécu mon enfance. Et donc je suis passée d'un format qui aujourd'hui c'est un format de femme, un taille 44, c'est pas un format anormal, mais quand t'as 12 ans c'est assez choquant, surtout que je faisais déjà 1m73 je crois. J'étais une grande fille, donc j'avais l'impression d'être Fiona dans Shrek, tu sais. Pas à côté des autres enfants, et que les autres enfants c'était les chapeautés, donc voilà. Et donc à cette puberté un petit peu hors norme, se sont ajoutés des problèmes liés aux hormones. Donc, tu sais, les femmes, elles ont leurs règles, elles ont la menstruation, et tu as les hormones qui se déchaînent. Donc, pour ma part, ça s'est manifesté en hirsutisme. Donc, l'hirsutisme, c'est le fait d'avoir de la barbe chez les femmes. C'est très bien quand tu es au collège et que tout le monde se fout de ta gueule. Parce que tu ressembles à un cougar. Alors, pas parce que tu te tapes des petits jeunes, non, parce que tu as les moustaches du gros chat. Voilà. Donc à tout ça s'ajoute le fait du coup tu trouves pas de petits copains, tu te trouves moche. Voilà, je te passe les détails. Et surtout lors de la construction pendant l'adolescence. Absolument. Absolument. Mais encore une fois, je pense pas que mon adolescence a été plus terrible que quelqu'un d'autre. En fait, c'est vraiment une période dans la vie qui est très très dure pour tous les jeunes.
et je trouve ça parfois même abominable, les récits de vie dans cette période-là. Et donc à tous ces petits traumas-là, on va dire, se sont ajoutés un petit terrain conflictuel dans ma famille. Alors pas ma famille proche, pas mon père et ma mère, mais plus du côté des oncles et tantes. Ok. Donc, il y avait aussi un rapport avec la nourriture qui était très particulier. Il y avait des débats à table, il y avait des gens qui prenaient des positions particulières, ou si toi t'étais un enfant qui aimait les mangas, mais pourquoi tu regardes ça, c'est moche, enfin voilà. Donc on ajoute des fusibles, tu vois, donc puberté, la famille, puis après, un peu les moqueries, cougar. T'as les dictats de la société, parce qu'en tant que femme, c'est très dur, surtout quand je grandis dans cette période-là, on est dans les années 2000, c'est les Britney Spears, c'est des femmes assez menues, c'est moi Lolita et compagnie, voilà. Ouais, les codes de la société, Les c'était pas du codes, tout alignés absolument. à ce moment-là. Disons que c'est Kate Moss, la reine de beauté à ce moment-là. Ok. Kate Moss, elle faisait moins que du 34, tu vois. Et Ok. moi, j'étais en forme pulpeuse. Là, aujourd'hui, je serais une bombe atomique quand j'avais 12 ans. Et puis, surtout, se rajoute, on va dire, le point final du fusible. Je rencontre un mec quand j'ai 17 ans. C'est une relation à distance. En fait, je le rencontre au Maroc. Mon frère est dans un échange universitaire dans une école de commerce là-bas. Je vais le voir pour les vacances. Je rencontre mon futur copain. Et en fait, il s'avère que ce copain va être la pire relation que j'ai jamais eue. Ça va être une relation toxique. Ça va être un pervers narcissique qui va me tromper. Il va avoir une double relation avec moi. Enfin, mon estime, en gros, va être complètement froissée, voire détruite. Et donc, dans tout ce schéma-là, tu as tous les petits fusibles. Je rencontre une copine qui me dit mais pourquoi tu fais pas de l'anorexie, tu pourrais maigrir, pourquoi tu fais pas de la boulimie, tu garderais pas ce que tu manges, comme ça au moins t'es belle et peut-être qu'il arrêterait de te tromper quoi. En gros je te schématise. Et voilà. Et je tombe là-dedans en fait. Quand t'entends tous ces petits fusibles, c'est des déclics au fur et à mesure de ta vie, que tu caractérises par des fusibles, c'est ça? Absolument. En fait, pour moi, l'anorexie ou la boulimie, enfin toutes les maladies liées en tout cas avec l'émotion et la nourriture, t'as des terrains favorables. C'est-à-dire que c'est pas un ou deux trucs qui vont faire que. C'est t'as ça, plus ça, plus ça, plus ça, puis d'un coup, quand tous ils se font activer, là, c'est la merde. Parce qu'en général, et pour avoir été dans des groupes de parole avec des quarantaines de personnes comme moi, je me suis rendu compte de cette, de cette homogénéité dans le fait de tomber dans cette maladie, tu vois. Et alors, bizarrement aussi, ça touche les gens très intelligents. Des gens qui sont soit HPI, soit hypersensibles, soit zèbres, enfin on les appelle comme on veut. C'est des gens en fait qui mangent leurs émotions parce qu'en fait le monde dans lequel ils vivent est dur à appréhender en fait parce qu'il leur fout des claques. Et je me suis rendu compte que la plupart des femmes avec moi qui étaient dans mes groupes de parole où on parlait de l'anorexie et de la boulimie. Il y avait des hommes d'ailleurs ou pas du tout? Il y avait des hommes. Ouais. Alors les hommes, il faut savoir, ils représentent 1 pour 8. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais fait de l'anorexie, du coup c'est pour Absolument. ça que il y avait des hommes. Et c'était encore plus dur pour eux parce que encore dans cette maladie, on leur disait waouh, vous faites partie du truc qui normalement touche les femmes. Donc bon, c'est encore plus dur. Moi, excuse-moi juste pour te couper, mais quand je suis arrivé, je me rappelle, j'avais fait un peu d'hôpital psy, tu vois, quand j'avais l'anorexie aussi pendant quelques mois. Et ma première question, c'était parce que j'entendais que des femmes qui faisaient de l'anorexie, donc c'était bizarre. Et je me rappelle, je pose au médecin, le médecin il me dit c'est 1%, je crois, quelque chose comme ça par rapport à toutes les femmes qui étaient touchées. Et il me dit t'as de la chance. En fait, il dit t'as de la chance d'être ici parce que c'est beaucoup plus violent chez les hommes que chez les femmes. Ouais. Et du coup, en gros, il me laissait comprendre que j'avais de la chance d'être en vie parce que les autres ils n'arrivent pas jusqu'ici, donc je me dis cool, tu vois. Ouais, ok. Ouais, il avait raison de te dire ça. Disons que quand ça touche les hommes, ça peut être très violent. Ça peut être excessif. Puis en plus, bon, encore une fois, la société fait que vous avez moins le réflexe d'en parler à vos potes. Ouais, c'est vrai. On peut en parler à une copine, en pyjama party. Donc t'es tout seul, mais jamais à 100% tout seul. Oui, c'est vrai que pour un homme, ce serait très bizarre à 16 ans qu'il va voir son pote, il dit je fais de l'anorexie. Bien sûr, tout le monde va se foutre de sa gueule. Donc c'est voilà. Ok. Très bien, tu as rencontré un super praticien et qui a vite compris. Il a arrêté état. En plus après moi, donc peut-être je l'ai dégoûté, tu vois. Non, je plaisante. Mais ok. Donc en fait, pour revenir sur ton parcours, quand tu étais dans ces groupes de parole-là, tu as compris, en fait, si je comprends bien, que l'anorexie, en gros, c'était pas lié que... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'analysais aussi, mais c'était pas lié qu'à ne pas se nourrir ou autre, c'était lié à justement plein d'autres facteurs qui entraînaient la face émergée de l'iceberg. Absolument. Et, ok. En gros, tu vois, dans ces groupes de parole, je me rendais compte que la plupart des femmes avec qui j'étais, c'était des avocates, notaires, des femmes haut placées, qui avaient des fortes responsabilités. Voilà. Et que cette maladie était un symptôme d'un problème plus profond. Et souvent, alors pourquoi ça touchait souvent des femmes brillantes? Parce que souvent, c'est des femmes qui ont une pression énorme sur les épaules. Souvent, c'est la première de la famille, la grande sœur, ou alors la toute petite sœur à qui on a toujours dit ah, mais t'es trop petite, tu comprendras pas. Et ce sont souvent ces personnes, hommes ou femmes, qui ont un bagage
qu'ils n'auraient peut-être pas dû porter enfant et qui en plus, entre-temps dans le parcours, vont prendre soit ils se sont fait larguer, soit une remarque, soit machin, plus la société, plus, tu vois, c'est fusible. Et bam, la maladie, elle s'installe. Et quand elle s'installe au début, tu penses que c'est ta meilleure amie, pardon. Exactement, ouais, c'est vrai. Et c'est terrible parce que tu dis, waouh, j'ai trouvé la clé à mon problème. Je me sens bien, je contrôle ma vie. Exactement. Et à un moment donné, tu vas réaliser en fait que c'est elle qui te contrôle, t'es son pantin. Et là, c'est terrible. Pour s'en sortir, c'est l'enfer. Ok. Et du coup, t'as fait comment pour t'en sortir ? 7 ans. Déjà, ça a duré 7 ans. En fait, grosso modo, 4-5 ans d'anorexie et boulimie pure. 7 ans pour m'en sortir. T'imagines ? Presque le double. Okay. Alors, pour m'en sortir... quel âge à ce moment-là ? Donc, je commence à 17 ans. Grosso modo, au début, ça se manifeste par des régimes drastiques. Tu vois ? Voilà. Ensuite, vers 19 ans, ça se transforme en boulimie. Parce que donc, t'as le manque. Hein, en fait, t'as l'instinct de survie. Le corps a faim au bout d'un moment. Exactement. C'est-à-dire qu'à force de se priver, tu as un système qui est ingénieux à l'intérieur de ton corps qui te dit non mais maintenant j'ai des carences, je suis dans la merde, j'ai faim. Donc il te crée tes premières crises de gloutonnerie ou hyperphagie, on les appelle comme on veut. Ouais. Et là tu es complètement démuni parce que tu ne peux pas t'arrêter. Et puis ton corps il est à l'affût, ton cerveau aussi, donc c'est terrible. Ouais. Et tu es en surface de ton corps, tu te vois en fait faire ta crise. Mais tu ne peux pas t'arrêter. Voilà. Exactement. Et tu te dis merde parce que du coup tu regrossis. Bon bref, et il y a un jour tu veux trouver la solution et c'est là où tu rentres dans la boulimie. En fait, souvent les hyperphages ou les anorexiques, il y a un moment donné, ils vont rentrer dans la boulimie parce que c'est entre guillemets la croisée des mondes. C'est se nourrir mais ne pas garder. Donc voilà, donc tu as plein de manières de ne pas garder. Soit tu te fais vomir, soit tu prends des laxatifs, soit tu fais du sport à outrance, quitte à abîmer tes articulations. Voilà. Soit tu fais de l'orthorexie, c'est-à-dire que tout ce que tu as mal mangé pendant une semaine après, tu vas manger que des légumes verts, machin. Tu vas tout calculer, tes calories, tu deviens fou en fait. Totalement. Et mais bon, enfin, les 3 maladies pour moi elles sont très liées. Hein. C'est juste qu'après on l'exprime différemment. Tu as des gens qui sont plus dans le contrôle, tu as des gens qui sont plus dans la perte de contrôle. Mais voilà. Et c'est pas une maladie alimentaire, encore une fois, je le répète, on mange ses émotions. Je trouve que c'est une dépression de toute façon. Oui, absolument. Ouais, ok. Absolument. Et donc, j'ai été voir des tas de praticiens. J'ai fait comme toi, psychiatre. J'ai vu des endocrinologues. J'ai vu des hypnothérapeutes. J'ai vu des acupuncteurs. Franchement, je crois que j'ai jamais vu autant de praticiens dans cette période pour essayer de m'en sortir. Et il y a une personne qui m'a aidée. C'est une youtubeuse. À l'époque, c'était une petite youtubeuse. Hein. Elle faisait des vidéos pour elle-même. Elle était à la fin en fait de sa guérison. Et je pense qu'elle avait compris qu'elle avait un rôle à jouer. Elle s'appelait Audrey Parégina Bio Santé sur YouTube. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un parler de but en blanc d'absolument tout, sans filtre. Et du coup, on est devenues copines aussi. Aujourd'hui, on est super copines. Trop cool. Et ça a été la personne qui m'a créé des déclics et qui m'a permis de me guérir avec des mots simples. C'est-à-dire que... Et je vais le dire ici parce que si ça peut aider quelqu'un qui regarde le podcast. C'est ce que j'ai demandé de toute façon de donner un conseil si quelqu'un vit ça en ce moment. Ça va vous paraître tout con. Hein. Elle a juste dit une phrase. Ok, vous êtes malade. Va falloir que vous acceptiez que vous avez une maladie. C'est une maladie. Il faut arrêter d'avoir honte. C'est pas une honte, c'est pas un truc qu'on cache sous le tapis. C'est une maladie que vous avez au départ peut-être enclenchée consciemment, qui maintenant inconsciemment vous contrôle. Vous devez expliquer à vos proches que c'est une maladie, que vous n'êtes pas responsable de cette maladie. Vous devez même vous dire que j'ai le droit d'avoir cette maladie. C'est-à-dire que après cette phrase, elle avait dit si tu as envie de faire une crise de boulimie, mais fais-la. Pourquoi tu t'interdis ? Pourquoi tu repousses ? Ah oui, aujourd'hui, j'en ai pas fait pendant 3 jours. Non, fais-la. Dis à ton cerveau, tu peux la faire quand tu veux, ta crise. Ou ta privation, enfin, peu importe. À partir du moment où j'ai entendu ces 2 phrases, et que je me suis dit, je vais dire à mes parents, ça y est, je suis malade, et je vais dire à tout le monde, si j'ai envie de faire ma crise, je la fais maintenant. Et ben mon cerveau, déjà, il s'est passé un truc. Automatiquement. Quand j'ai su que c'était plus interdit, que c'était plus caché, qu'il y avait plus cette relation perfide entre moi et ma maladie, et que c'était... Ça y est, c'était pas de ma faute. Si j'avais une crise, il fallait que je la fasse. Déjà, j'ai eu moins de crises. C'est con, mais savoir que je pouvais en faire quand je voulais et que ce serait plus une honte, que je pouvais limite dire à ma mère, maman, va m'acheter mes trucs pour faire ma crise. Et le cerveau est très contradictoire. Quand il sait qu'il peut, ça l'intéresse plus. C'est ça, et c'est l'acceptation. C'est valable partout dans la vie. Et tu vois, moi-même, j'y suis confronté avec, par exemple, quand je suis des personnes encore en coaching ou autre, tu as toujours la partie alimentaire. Et des fois, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent Alex, là, j'ai l'impression de tomber dans les TCA, etc. Ouais. Donc, je leur dis déjà, t'inquiète, si tu me le dis, c'est que t'es pas dedans, tu vois. Donc, tout va bien. Et que t'es conscient. Et que t'en es conscient. Mais après, j'avais une personne où elle flippait vraiment. Je lui dis, c'est simple, tu veux manger quoi ? Je lui dis vraiment, tu veux manger quoi, tu vois ? Elle me liste. Je lui dis, vas-y. Pendant une semaine. Et après, la nana, au bout d'un moment, elle me rappelle, elle me dit, en fait, t'as raison, du coup, j'ai plus envie.
Et Bien sûr. c'est exactement ça, c'est l'acceptation. Ouais. Ouais. Et c'est valable dans la vie comme pour cette maladie, malheureusement. Ouais, et cette maladie, c'est l'école de la vie. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la boulimie, l'anorexie ou l'hyperphagie, c'est ce qui se passe avec tout. Avec le manque d'argent, avec une situation précaire, avec l'envie d'avoir un projet que tu n'arrives pas à aboutir, l'entrepreneuriat. Exactement. C'est un peu les mêmes émotions. Et finalement, bon, je ne dis pas qu'il faut avoir cette maladie pour réussir dans la vie. Je dis qu'il faut en tirer du bon. C'est un super apprentissage pour devenir un entrepreneur, devenir quelqu'un d'audacieux, devenir quelqu'un de créatif. Parce que quand tu as eu peur contre toi-même, il n'y a plus grand chose où il n'y a plus beaucoup de personnes qui peuvent te faire peur, tu vois. Parce qu'il y a un moment donné, tu as perdu le contrôle de toi. Enfin, vraiment, moi, il y a des moments où je passais devant les magasins, j'avais l'impression que tous les magasins, c'était mon dealer de shit, clairement. Non, mais c'est vrai, c'est de la nourriture de toute façon. Voilà. Donc, c'est une des premières drogues au monde, c'est sûr. Et je refusais des super soirées, j'ai passé à côté de ma vie, à côté de ma jeunesse presque parfois. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est un truc de dingue. Par exemple, là, je suis arrivée à Paris pour te rejoindre sur ce podcast. Je suis dans un appartement, j'ai Uber Eats sur mon téléphone, je pourrais commander tout, un coup si Uber, tu vois. Ouais, puis ce qui est chiant dans ce rythme-là, c'est que tu fais up, mais down, sans up, fin. down, up, down, mais c'est sans tout fin. le temps. Ouais. Et surtout, t'es épuisé, ma peau était pourrie, mes dents, enfin, catastrophe. Okay. J'avais mal partout, j'avais des œsophagites, donc des inflammations de l'œsophage. Je me faisais vomir moi, ou alors je prenais des laxatifs, donc je te raconte pas. Depuis que je suis arrivée en une semaine, j'ai pris 3 Uber. Voilà, j'ai pris un Pokéball, je suis trop contente quoi. Ouais, J'arrive, j'ai retrouvé bien. mon sentiment de satiété, ça a été le plus beau cadeau de toute ma vie. Je savais même plus c'était quoi d'avoir l'estomac plein. Ouais, c'est vrai que c'est tous les problèmes que j'ai rencontrés après anorexie de toute façon. Tu penses que ces épreuves-là, comme tu as dit, c'est un peu une école de la vie comme tu l'as traversée. Tu l'as transposée comment pour ta vie future et tout ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça a été comme une sorte de catalyseur un petit peu qui t'a permis d'avoir plus de force envers la vie ou pas du tout? Ou tu as encore eu des épreuves après qui ont fait que tu as dû avoir une force à un moment qui est arrivé pour enclencher tout ça? Alors, je pense que j'ai eu des tas d'autres épreuves pires encore après, mais je pense qu'on n'est jamais vraiment guéri. En fait, le tempérament boulimique, c'est le tempérament passionné, en fait, un petit peu aussi en parallèle. Hein. Donc maintenant, je suis boulimique de travail. J'ai juste fait bifurquer. Mais je me suis dit au moins c'est une addiction qui est un peu plus saine quoi. Fais gaffe, tu vas me remettre en question après la fin du podcast. Et trop en fait c'est de la boulimie dissimulée, mais après on est tous passionnés au final, on a tous nos passions, c'est ce que je dis avec plein de personnes. Il y en a ils vont boire beaucoup d'alcool, t'en as ils vont jouer à la PlayStation H24 avec leurs potes. Exactement. Tu vois. On a tous nos pics d'endorphine à un endroit. Après Absolument. Faut que ce soit un peu près ça en général. C'est ça. En fait je me suis rendu compte que moi par exemple j'étais très hyperactif, fallait que j'occupe mon cerveau, mes émotions, fallait que je rie. J'étais pas du tout faite d'ailleurs pour le monde du salariat. Le salariat, moi je vais dans une entreprise, je suis salarié, je retombe dans la boulimie, c'est sûr et certain. Okay. J'ai besoin de stimuler mon cerveau, mon corps, j'ai besoin de bouger à droite, à gauche, j'ai besoin d'avoir une journée qui n'est pas prévue. Et l'entrepreneuriat, entre guillemets, a été une de mes thérapies dans la boulimie. Mais je me rends bien compte que ma relation au travail est un petit peu bizarre par rapport à la moyenne des gens. Les gens me disent tout le temps, tu travailles tout le temps, tu travailles trop. Tout le monde me dit ça. Moi, j'ai pas du tout l'impression de trop travailler. Je me régale. Bon, après, j'ai de la chance d'être passionnée. Pour moi, c'est un jeu. Ma vie est un jeu, est un bonheur. C'est voilà. Mais puis souvent, on peut enfin, il y a des personnes des fois qui te font des accusations comme quoi le travail. Enfin, en fait, comme quoi c'est nocif, mais c'est ce que j'ai déjà dit. Moi, on m'a déjà fait la réflexion aussi, où j'ai dit, mais si ma puissance créative, créative, les deux, ça se dit. Je la trouve à ce moment-là dans le travail. En fait, toi, tu le trouves en allant faire des soirées, va faire des soirées. Mais c'est clair. Je t'emmerde pas, entre guillemets, tu vois. Mais c'est clair. Je vois. En fait, le problème, encore une fois, de ce rapport au travail, c'est que le travail, pendant l'ère moderne, je sais pas si tu as vu les films de Charlie Chaplin, mais tu voyais un mec travailler à la chaîne, l'usine, le travail, c'était le dur labeur. Et c'est vrai. Regarde les métiers comme la maçonnerie, tout ça, c'est dur physiquement, tu vois. Et je respecte énormément ces métiers. Mais tu as des travaux créatifs, on va dire, où tu es peut-être plus dans l'intellect, alors c'est tout aussi épuisant. Parce que tu es dans ton cerveau. Moi, je vois, je fais très peu de sport et pourtant, je brûle des calories à mort parce que je suis tout le temps en train de réfléchir. Mais je vois bien que j'ai un avantage qui est clair. J'ai pas des courbatures, tu vois, parce que je suis à mon bureau en train de travailler, tu vois. Donc, je fais attention parce qu'il y a la position, tu peux avoir des douleurs de dos. Mais on a quand même un avantage, c'est sûr, quand on fait soit de l'entrepreneuriat, soit du consulting, soit de la formation, on va pas non plus se plaindre physiquement de nos conditions de travail. Totalement. Voilà. Donc, mais par contre, on est tellement surstimulé par les idées, par les rencontres, ça te galvanise les rencontres, tu vois, voilà. Que finalement, enfin moi en tout cas, je trouve mon pied dedans et je m'emmerde littéralement en vacances. Si je trouve pas quelqu'un à aller parler, au fait votre business c'est quoi machin et tout, je me fais chier. Moi à côté de la piscine avec un cocktail, sauf si c'est pour créer du contenu, parce que je sais que je vais faire un reel. Pour lire des livres. Voilà, exactement. t'as compris. Ouais, mais sinon, ne rien faire comme ça là.
Ouais, impossible. Donc tu penses vraiment que ça t'a donné de la force cette expérience-là et que ça a décuplé le reste après pour la suite de ta vie, c'est ça? Ah mais c'est une certitude. Je pense que le handicap de base, déjà, qui m'apprend la résilience, la maladie qui m'apprend que je suis faible mais que je suis forte. Ok. Ça veut dire je peux tomber et je peux me relever. Ma relation toxique avec mon ex qui me dit t'es qu'une merde, sans moi t'es qu'une merde, etc., qui m'a bien rabaissé pendant 6 ans. Et je me rends compte que j'ai fini toute seule à 23 ans à me sortir toute seule de ces griffes et retrouver mon estime, pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais pas le choix, en fait, parce que j'étais vraiment une sous-merde dans ma tête, évidemment. Tous ces petits éléments aussi qu'on pourrait appeler des fusibles également, ça te donne une niaque, une capacité à prendre la vie à bras le corps, tu vois, parce que tu as eu peur pour ta vie, tu as eu peur pour ta santé, tu as eu peur. En fait, quand tu as ces peurs-là, c'est un peu comme quand tu as un accident de voiture, en fait. Tu te dis, j'aurais pu y passer. Et tu dis, mais en fait, j'ai quoi à perdre maintenant? Et voilà, et tu deviens... Ça a été ça, les prises de conscience, en fait, avec tous les fusibles. Ok, et quand tu t'es dit, t'as plus rien t'as quoi à perdre, entre guillemets, rien. Ouais. À ce moment-là, tu enclenches quelle démarche pour... Parce que du coup, t'as commencé à entreprendre à quel moment, avec quelle première expérience? Justement, ça tombe à peu près à ce moment-là. Donc déjà, je me sépare de cette personne dans cette relation toxique. Il faut savoir que je suis à l'étranger, je suis au Maroc dans ce moment-là. Et il faut que je recommence tout à zéro. Il faut que je revienne en France. Sauf que dans mon CV, toutes mes expériences sont marocaines. Bon, c'est des bonnes expériences. J'ai fait des grosses agences de pub et tout là-bas, mais j'ai pas de réseau en France. Ça fait presque 6 ans que je suis partie, tu vois. Un peu moins, mais bon, avec les allers-retours, les vacances, machin, voilà. Et en plus, je suis habituée, moi, au soleil. Donc, il faut que je recommence une vie à zéro à 23 ans. T'avais passé des diplômes en parallèle, du coup? Ouais. En fait, j'avais réussi à faire des échanges universitaires. Donc, moi, j'étais à l'ECV Paris. Mais dès que j'ai vu qu'il y avait un réseau qui s'appelait le réseau Cumulus, c'est comme le Erasmus, version... artistique quoi. Je suis très vite partie faire des études là-bas au Maroc, donc très rapidement j'ai pu commencer à habiter là-bas pour être proche de mon conjoint de l'époque. Voilà. Donc j'avais même quitté un peu rapidement mes potes. D'ailleurs j'ai beaucoup d'amis qui m'ont tourné le dos, enfin la plupart de mes amis d'enfance parce que j'étais partie, parce qu'ils pouvaient pas saquer mon ex. Je les comprends. Mais oui, puis en plus si tu as eu la période anorexie, plus ça après, ça fait beaucoup de rupture sociale, je pense. Bien sûr. Et en plus quand tu es dans une relation toxique, il y a des choses que tu ne peux pas entendre. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des proches qui sont dans une relation toxique qui nous entendent, soyez juste une oreille. Ça ne servira à rien d'essayer de sortir la personne. Il va falloir qu'elle se sorte toute seule. Vous ne pourrez pas la sortir. Elle est dans une relation d'emprise. Donc, si vous essayez de la prendre, ça risque d'être pire parce que la personne qui la met dans cette relation d'emprise risque de vous montrer contre elle. Donc voilà, Et si tu as un autre conseil aussi à donner pour les personnes qui sont peut-être dans une relation un peu dans ce type, tu donnerais quoi comme conseil? Alors, je dirais qu'il y a grosso modo 5 grands signes pour être sûr qu'on est dans une relation d'emprise. La personne te rabaisse sur ta personne, c'est même plus sur ton physique, c'est vraiment toute ton entièreté. Qui tu es, Voilà, genre tu n'es pas capable, tu ne mérites pas. Et alors, c'est pas une fois, 2 fois, c'est tout le temps. Voilà. Ensuite, la personne a des excès de colère quand elle ne te contrôle plus. C'est-à-dire que, je sais pas, tu parles à un garçon dans un magasin, elle vrille parce que, je sais pas, tu demandes un truc sur un jean, quoi. Elle vrille, elle mettait une grosse pute, tu parlais au mec. Alors, ça peut aussi être en amitié, hein, ça peut être 2 filles entre elles. Pourquoi tu lui parles à elle? C'est moi ta meilleure amie, etc. Donc, vraiment, les crises de colère comme ça sur le rapport de possessivité toxique. Pour resituer, en fait, là, tu parles même des relations toxiques en général, que ce soit amicales ou amoureuses. Donc, te rabaisse sur ton entièreté à une relation colérique et de possession sur toi. Ensuite, ça va être des gens qui, en public, sont adorés. Ce sont des grands acteurs. C'est théâtral, en fait, leurs entrées. Souvent, ils sont même très appréciés et les gens tombent des nues quand vous dites je crois que je suis dans une relation d'emprise, parce que quand ils sont dans les repas entre potes, ils ont une grande culture générale, c'est des gens très intelligents, ils vont avoir la petite attention pour l'ami. Ça, c'est typique pervers narcissique ou relation toxique. Ensuite, c'est souvent des personnes qui ont un rapport particulier, alors soit avec le pouvoir, l'argent, enfin tout ce qui a un attrait au positionnement social. Voilà. Souvent, c'est quand même l'argent, ou alors ça peut être aussi avec les stupéfiants. Ils peuvent avoir un rapport très particulier à vos addictions. Voilà. Donc, si vous avez déjà ces 4-là, plus qu'ils essayent petit à petit de vous enfermer, de vous couper les ponts avec des gens. Parle plus trop à ta mère, de mauvais conseils. Là, vous avez vraiment les 5 grands conseils qui font qu'il faut fuir absolument. Mais vraiment, hein, je vous le dis, je suis pas la seule à le dire. Moi, je suis pas coach love ou coach relation de couple. Vous avez les 5 en même temps, fuyez. Et je suis désolée de vous le dire, mais on ne change pas. C'est horrible. Hein. Alors, il y a d'extrêmes petites exceptions, mais on ne change pas un pervers narcissique. Voilà.
Et ce que je voulais rajouter en plus, c'est que souvent, tu as des personnes, je faisais de l'analyse, tu vois, avec ma chérie il n'y a pas longtemps là-dessus, on en parlait aussi. Et en général, c'est des gens qui sont hyper malheureux avec eux-mêmes. Parce qu'en soi, c'est juste je pense que ça les transpose avec un effet miroir quand ils sont en couple et que, par exemple, il y a telle personne qui essaye de s'élever et faire des choses. En fait, ça les renvoie à eux-mêmes de casser l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça va même plus loin que ça. En fait, en psychiatrie, ça s'appelle la triade noire. C'est des gens qui développent plusieurs éléments qu'on a tous, hein, de noirceur. Par exemple, le fait d'être machiavélique, on l'a tous. Alors, on le calme avec le temps. Mais un enfant, par exemple, de lui-même, il va par exemple arracher les pattes d'une sauterelle. On a tous un penchant machiavélique. Ça va se réguler avec le temps parce qu'on apprend la citoyenneté, le vivre avec les autres, etc. Sociaux, les codes sociaux. Par contre, lorsqu'un enfant a eu ce qu'on appelle des blessures narcissiques dans la très petite enfance et l'enfance, par exemple, il s'est fait battre par son père, sa mère lui a dit t'es qu'une merde, etc., ou son frère ou sa sœur, c'est des choses qui vont se répercuter. Et moi, mon ex, par exemple, c'était un ancien obèse bègue qui avait eu le harcèlement scolaire à l'école et en plus son père le frappait. Donc, je vais pas dire que je l'excuse pour son comportement, mais en fait, lui aussi, il avait ses fusibles pour devenir un être qui développerait plus tard ce qu'on appelle la triade noire. Et donc, en gros, c'était un PN, mais bon, PN, pervers narcissique, on l'appelle comme on veut, hein, personne toxique. Je m'en fous du terme, c'est pour expliquer aux gens. De toute façon, une personne qui a été avec un PN ou une personne toxique ou une personne porteuse de la triade noire le sait. Tu le sais quand tu as été avec quelqu'un qui a un fonctionnement psychologique qui n'est pas normal. Totalement. Donc, tu sors de cette situation. Voilà, j'arrive à Montpellier. Je connais personne dans cette ville. Ok. Je suis à l'époque donc pourvue de mon master de graphiste, mais mon expérience est très maigre au Maroc. Je ne vais pas rester très longtemps puisque je rentre en 2015. Donc en 2015, et moi j'ai mon master en 2012. Attends. Donc ouais, je suis restée à peu près 3 ans. Donc okay. Ça y est, la partie étudiante et la partie où je suis restée. Donc en 2015, quand je rentre en France, je vais à Montpellier, je commence tout à zéro, je connais personne là-bas. Tu avais eu une expérience dans le salariat du coup à ce moment-là? Oui, au Maroc, j'étais en agence de pub en salariat. Du coup. 2 ans et demi, quoi, enfin, bref, dans 2 boîtes différentes. Ouais, t'as déjà une expérience. Quoi. C'était horrible. D'ailleurs, j'avais mon premier patron, c'était un patron qui me disait Alice, viens dans mon bureau. Dis-moi, fais un tour sur toi-même. Je fais un tour sur moi-même. T'as grossi. Je dis je te paye trop bien. Voilà ce qu'il me disait, mon ancien patron. Voilà. Ok. Voilà. Okay, donc, en plus, tu as des problèmes de TCA. Il te dit t'as grossi. Ouais, ça rejoint tout ce qu'on a dit avant. C'est du harcèlement. En France, ça, c'est du harcèlement au travail. Totalement. Ça ne serait pas du tout toléré. Je peux plus. Le salariat, je me dis, mais c'est pas du tout pour moi. Déjà, les horaires, je supporte pas pointer le matin. Moi, il y a des matins, j'ai envie de travailler. Il y a des matins, comme tous les créatifs, ça y est, je suis bougon. J'ai besoin de trouver des idées. J'ai besoin de regarder des films, lire des livres, quoi. Mais il va dire ça à un patron. Non, ce matin, je suis bougon. Il va te dire, mais alors que je suis hyper productive. Si je suis dans ma zone de confort, de créativité, mais je t'explose ton entreprise. Mais le 8h, 17h, ça me va pas. Moi, je commence à être créative à partir de 16h30. On fait comment? Tu vois? Oui, et puis après, chacun est câblé d'une manière différente. Donc, donc moi, par contre, tu m'engages de 16h30 à 4h du matin, mais je te déboîte. Je te fais du coco dans ta boîte. Laisse tomber. Voilà. Travail de boîte de nuit, quoi. Ah oui. Donc, non, mais je suis plus créative le soir, comme beaucoup de créatifs. Les gens qui ont le cerveau très créatif sont quand même parfois... encore une fois, c'est une généralité. Il y a des gens très créatifs la journée, mais en majorité, les gens, tu vois, les grands peintres, les grands écrivains, les grands scénaristes, c'est le soir qui trouvent les meilleures idées. Je ne peux pas te l'expliquer, je ne suis pas chercheur en neurosciences, mais voilà. Et donc j'arrive à Montpellier et là, je fais toutes les erreurs que font les gens qui se cherchent. Donc je vais d'abord créer une micro-entreprise, mais en fait, je ne trouve pas trop de clients, donc je la mets un peu de côté. Donc de temps en temps, j'ai un petit logo à faire, je fais une petite carte de visite. Bon, je garde quand même un peu de graphisme avec moi, mais je me dis mais comme c'est Montpellier, qu'il n'y a pas trop d'agences de com et puis que les peu d'agences de com que j'ai contactées ne veulent pas travailler avec moi, je vais me lancer dans un autre secteur d'activité. Donc je vais faire des énergies renouvelables, je vais faire de l'immobilier commercial. J'allais chercher Toujours ça à ton compte? Alors là, non, là j'étais en VDI. C'est un mélange entre la micro-entreprise et c'est un statut commercial en fait. T'es pas en CDI, enfin t'as les mêmes conditions quand même que le CDI, mais t'es payé à la commission. Un peu comme des mandats un petit peu. Exactement, c'est la même chose, sauf que c'était immobilier commercial, donc au lieu de proposer des appartements ou des maisons, tu proposes des locaux commerciaux, des boutiques, des choses comme ça. Et alors j'étais super bonne pour récupérer des locaux commerciaux parce que j'avais un super phrasé, feeling, accroche avec les petits commerces. Par contre, la vente, mais nulle. Vraiment, j'étais nulle. Je ne suis pas du tout commerciale, en fait. C'est bizarrement. Je suis communicante, mais pas commerciale. J'ai fait 8 mois comme ça sans me rémunérer. J'ai aussi vécu une autre expérience avec un gars qui se prétendait le directeur artistique des castings The Voice.
Ça s'est terminé en procès au prud'homme. On était plusieurs victimes. En fait, il nous a tous monté une histoire, mais à dormir debout. Et plus c'est gros, plus ça passe. Même monsieur Bruno Berberes, qui est toujours le directeur de casting de The Voice, s'est fait avoir. On a été tous les deux au tribunal contre ce monsieur. Okay. Et en gros, pareil, il m'a fait bosser pendant 8 mois. T'inquiète, ton contrat, il est en cours, je te paierai. Mais là, pour l'instant, la structure, elle est en cours. Nanana. Et en fait, il nous a tous embobinés. Mais c'était tellement gros, si tu veux, parce qu'on était tous dans le même bateau. Il a berné, je sais pas, 25 personnes ou 30 personnes. Ok. Qu'on s'est tous mutuellement rentrés. C'était le même système qu'un gourou, en fait. Hein. Et il a fini par tous nous arnaquer et se barrer au Luxembourg. On n'a pas retrouvé, d'ailleurs, à mon prud'homme. Il s'est pas présenté, donc j'ai gagné mon prud'homme, évidemment. Voilà. Et donc, j'ai eu plein d'expériences comme ça, mais foireuses. Ouais. Mais si tu savais, je me disais... Mais... Du coup, j'ai l'impression, ce que tu utilisais comme terme avec les fusibles... Non, moi, je suis abonnée aux emmerdes. Hein. Okay. Aujourd'hui, ça va mieux? C'est les malheurs de Sophie. Ah oui, aujourd'hui, ça va très... Parfait. C'était les malheurs de Sophie, mais le pire, c'est comme j'avais de la résilience, parce que je suis née avec mon handicap, moi, ça m'a jamais abattue, quoi. Je me suis... à chaque fois, il y avait une merde. Ok, par exemple, ce gars contre qui il faut que j'aille au tribunal, je contacte une avocate du droit du travail, je vais au tribunal, je gagne mon prud'homme, je gagne mes 50 000 €. Tu vois, je me battais quand même. Je ne me laissais pas abattre. Ouais. Mais par contre, voilà, le gros problème d'être trop gentil, c'est qu'à chaque fois, j'accordais le bénéfice du doute. Ou à chaque fois, je disais, ok, je patiente. Tu vois. Mais après, d'un côté, tu vois, dans l'entrepreneuriat et où tu es aujourd'hui, si tu laisses pas une chance à des personnes en face, fait, tu risques de rater des opportunités aussi. Donc, je pense que c'est pas à perdre du tout. Tu vois. Bien sûr. Non, mais je suis restée comme ça, sauf que maintenant, j'attends pas 8 mois. Tu vois, j'attends 8 jours. Ouais, tu vois, dès que ça marche plus, c'est bon. Tu vois. Je me dis, non, mais tu fais de la merde, Alice. Reviens dans ton métier initial, qui est le graphisme. Okay. Et là, je vais avoir 2-3 petits clients. Et puis, petit à petit, je leur demande, est-ce que vous pouvez parler de mes services ? Puisque de toute façon, j'étais mal payée. Je me disais, au moins que ça me serve à faire du bouche à oreille. Exactement. Et j'apprends la e-réputation. Je leur demande des avis. Je leur demande des petites vidéos. Ils parlent de mes services. T'apprends le marketing et j'apprends le marketing sur le terrain, quoi. Okay. Et un jour, j'ai le client qui va créer le déclic, qui me dit excusez-moi, mais est-ce que en plus des logos, des sites internet, des trucs comme ça, vous pouvez pas me gérer ma page Facebook ? Et je dis mais c'est un métier, ça. Instagram, ça n'existait pas à ce moment-là. Il y avait Instagram depuis... il y avait Instagram depuis 3-4 ans, mais c'était l'époque où, tu sais, il y avait des photos moches de tes vacances avec un espèce de halo noir autour, tu te rappelles ? Ouais, voilà. Ça avec des vieux portables. Ça commençait à émerger, mais c'était pas encore comme aujourd'hui. Et vous voulez me payer pour que je gère votre Facebook ? Pour moi, Facebook, c'était fun, quoi. J'avais bien compris qu'il y avait des marques dessus, tu sais, qui faisaient des espèces de petits flyers moches, là, chez Lidl ou Aldi. Ouais. Mais il y avait pas... ça n'existait pas, les infopreneurs qui parlent comme ça, qui font des podcasts. Il y avait pas c'est vrai tout que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il dit oui, je vais vous payer pour gérer ma page Facebook. En fait, je me rends compte que je kiffe ça, que je kiffe les réseaux, parce que dans les réseaux, t'as plein de métiers qui sont imbriqués à l'intérieur. En fait, t'es comme un magazine à toi tout seul. T'es le rédac chef, t'es le journaliste, t'es le graphiste, t'es le directeur de publication, le directeur de publicité. Tu fais plein de choses. Et moi qui suis hyper active et qui était boulimique, c'était le pied total, tu vois. C'est là en fait où tu découvres en fait l'entrepreneuriat avec toutes ces palettes différentes. Ouais, alors j'avais déjà une micro-entreprise, mais c'est là où je découvre l'infoprenariat, surtout l'entrepreneuriat dans le digital, et je me rends compte qu'il y a une branche à ouvrir, que peut-être que mon métier actuel qui est le graphisme, il va peut-être finir par mourir. Par contre, je vois que là, il y a des opportunités et il y a de l'argent et il y a de la demande. Et tu dois y mêler quand même du graphisme dans tous les cas. Et bien sûr. Donc, dans tous les cas, je ne suis pas perdue, quoi. Okay. Sauf que je me rends compte d'un truc qui est quand même accessoire, mais qui est important, c'est que je ne suis pas formée au digital. Donc, je décide de me reformer. Alors, je prends des petites formations. Tu n'étais pas en place, toi, personnellement, sur les réseaux sociaux à ce moment-là ? J'avais, comme tout le monde, une page Facebook. J'avais un Instagram perso, mais nul, quoi. Tu le propulsais pas autant que tu le propulses aujourd'hui. Ce gars-là, c'est vers 2016-2017, tu me demandes ça. Et c'est vraiment 2017 où je décide de me former. Et je vais prendre plusieurs formations, dont une qui m'a beaucoup marqué, celle de Nicolas Kern, qui aujourd'hui, maintenant, il fait des formations de tunnel de vente, formations marketing et tout. Okay. Il travaille pour des grandes structures. Il a travaillé, je crois, pour L'Oréal, Total, enfin voilà. Donc pareil, lui, s'était propulsé en parallèle de moi. Enfin, il est bien en avance, mais il m'a fait réaliser, en fait, l'importance du marketing digital, et on allait rentrer dedans en fait. T'es en quelle année ça du coup ? 2017. Ok, ça reste récent en fait. Bah bien sûr, mais tout va tellement vite sur les réseaux. Ouais, c'est sûr. Et donc en 2017, alors je me forme et je me dis, avant d'aller chercher des clients, mais il faut que ça se voit chez moi. Enfin, je vais pas dire bonjour, j'ai 300 amis sur Instagram ou sur Facebook. Est-ce que vous voulez que je gère vos contenus, quoi ? Tu sais que ça me fait penser à toutes les pages d'infopreneurs où ils se montent, ils ont 100 abonnés et ils disent on a aidé, je sais pas, 50 formateurs à gagner 20 millions d'euros. Tu vois. Je trouve qu'il y a une manière, il y a un petit process quand même juste pour la publicité de conscience un peu entre guillemets. Ah mais clairement, et puis pour le social proof, c'est-à-dire que ça fait vite publicité mensongère. Bon, l'avantage que j'avais, c'est qu'à l'époque, on était nombreux, mais pas autant qu'aujourd'hui. Très rapidement, je me dis
je vais, moi, devenir influenceuse. Le terme influenceur, à l'époque, il n'était pas du tout négatif. À ce point. Il n'y avait pas encore trop d'influenceurs de télé-réalité. Il y en avait quelques-uns, mais il n'y avait pas tous les scandales qu'on a connus là, ces dernières années. Mais je trouve que c'est en train de s'inverser aujourd'hui. Ça commence à repartir dans l'autre sens. Oui, grâce aux infopreneurs. C'est ça devient de plus en plus respecté. Au contenu expert, bien sûr. Voilà, il fallait de toute façon, il y a toujours une crise avant. C'est comme ça. Il y a toujours une crise avant le beau temps. Je suis à Montpellier. Bon, j'ai des petits clients de graphisme. J'ai fait ces formations et je me dis, je vais devenir. Alors, je m'en fous du terme influenceuse, mais je me dis, il faut que j'ai des abonnés parce que je vais apprendre ou guider les gens à en avoir pour leur business. Donc, il faut à un moment donné que je sois crédible. Mais à la base, moi, mon objectif, c'est d'avoir une page à 1000, 1500 abonnés, dont des clients. Parce qu'à la base, c'était pour chercher des clients. Oui, puis quand tu fais le rapport, c'est ce que je dis aux gens à chaque fois. Si tu as 1500 personnes et tu en as 10% qui achètent ton produit, ça fait 150 personnes. C'est déjà très bien. Si ton produit il est déjà un petit peu élevé en termes de prix. Quand tu as un petit magazine local, tu n'as pas 1 million de personnes qui lisent ton magazine local. À l'époque, il y avait 4 influenceuses, grosso modo, un peu connues sur les réseaux. La plupart sont devenues mes copines d'ailleurs. Et j'analyse en fait ce qui se passe à Montpellier. D'abord, je me suis toujours dit, il faut que je sois le grand du petit que le petit du grand. Ça sert à rien de vouloir tout de suite aller national à international. Déjà, soyons reconnaissables dans mon secteur d'activité qui est la com, dans ma ville. Je vais contacter des créatrices de contenu et je leur dis, est-ce que ça vous intéresse qu'on se syndique ? Parce que vous êtes toutes là dans votre coin et il n'y a personne qui a réfléchi peut-être à un truc qui s'appelle l'entraide en fait, ou le fait de se syndiquer, de mettre les règles de notre métier, tu vois. Et donc je vais créer le collectif des influenceurs montpelliérains. Bon, c'est un truc qui va pas durer très longtemps parce qu'en fait, comme tu peux l'imaginer, les influenceurs entre eux, ils s'aiment pas, ils se critiquent, donc j'aurais essayé, tu vois. Sauf que mine de rien, ça m'insuffle une idée, c'est que de toute façon, la discipline du troc sur les réseaux, c'est la base en fait. C'est-à-dire c'est donnant. Et avant de recevoir, il faut que tu donnes. Sur les réseaux, il n'y a rien qui est gratuit. C'est-à-dire que les gens, ils ne vont pas vouloir prendre une story avec toi si tu n'as rien à leur apporter. Ou ils ne vont pas vouloir t'aider dans ta marque ou dans ton dropshipping si tu n'as pas de l'argent à leur donner. Ou ils ne vont pas vouloir faire un concours avec toi si tu n'as pas donnant d'abonnés. Et donc, comme je comprends, tu vois, moi je suis prête à donner, mais sans avoir l'équivalent à te donner parce que peut-être moi je considère que j'ai un carnet d'adresses qui peut t'apporter, tu vois. Mais en tout cas, je comprends qu'il y a une mentalité très méfiante et en même temps très ouverte. Mais il faut savoir poser les choses. Donc je comprends que l'intelligence relationnelle va changer les choses, va m'aider complètement à faire bifurquer ce compte. Et donc je vais démultiplier les opérations avec des gens, d'abord à Montpellier, puis à Lyon, Paris, etc. Je vais rencontrer les gens en réel, je vais donner de mon temps, de mes conseils et de mes services à des gens gratuitement. C'est quoi là que tu donnes exactement ? Par exemple, je peux te donner un exemple très concret. Si je rencontre une fille, par exemple, à Lyon, et qu'elle me dit, Alice, putain, je suis en train de lancer une marque, un e-shop en ligne et tout, je suis dans la merde, je vais tout lui faire. Son banner, son site, son logo. Comme j'ai des savoir-faire, moi, j'ai de la prestation de service. Elle a un peu plus d'abonnés que moi, mais moi, j'ai de la valeur dans mes mains à lui donner. Comme un modèle en fait d'agence, en tout cas là c'est un peu presque le rôle d'agence que tu avais. Ouais, mais là c'était full gratuit. C'est que moi je pensais pas en mode, oui, je vais utiliser les gens. Moi, mon but c'était vraiment d'aider ces gens. Tu vois, je le fais vraiment sincèrement. C'est quelque chose qui est inné chez moi, tu vois. Mais en gros, faut que tu le visualises comme ça. Et à force de donner, t'as toujours ces fameux 10-15% qui te prennent pour une conne ou un con, qui vont se servir de toi et ciao, bye bye. Et t'as quand même des gens en face de toi qui sont aussi des gens qui sont des humains, qui eux aussi peuvent te donner en retour et qui se rendent compte aussi que s'aider, s'élever les uns les autres, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et il y a plein de gens qui pensent comme ça. Et heureusement, je suis arrivée dans cette période sur les réseaux où les gens pensaient comme ça et on a pu tous se tirer les uns les autres. Coucou, j'ai un événement, tu veux pas venir avec moi, je te présente des gens et inversement, et on se tire les uns les autres vers le haut. Alors, le problème de cette façon de faire, c'est qu'elle a ses limites parce que très vite, quand tu as des évolutions fulgurantes, tu as des problèmes d'ego. C'est-à-dire que tu as vraiment des gens qui commencent à être jaloux parce que machin va plus vite que machin, etc. Et ça peut être dangereux. Je connais personnellement des histoires comme ça, où tu as des gens où vraiment ils se font la guerre. Moi, je voulais pas du tout rentrer là-dedans, parce que moi, à la base, c'était d'être épanouie dans ma vie, ne pas retomber dans l'anorexie-boulimie, me faire des expériences assez positives, accessoirement, mais moi j'ai jamais eu l'envie d'être connue, par exemple. Je savais qu'il fallait être un minimum connu pour que ton entreprise elle tourne. Mais à la base, je te rappelle que mon objectif c'était d'avoir 1000 abonnés. Mais excuse-moi, du coup ce que je comprends c'est que tu vois des fois on dit comment on fait du réseau, il faut faire du réseau, il faut aller à des séminaires par-ci, des séminaires par-là, où il y a même des BDI maintenant, des choses comme ça qui s'instaurent. En gros toi t'es parti d'un point juste de la base des réseaux sociaux et t'as créé comme tu dis ton e-réputation ton réseau via les réseaux sociaux. En fait aussi il y a un autre truc qu'il faut comprendre. Je vais te donner un exemple tout bête. Il y a quelques jours
j'ai rencontré rapidement un petit infopreneur hyper motivé, nanani, nanana. Ça se voit, le mec qui veut te prendre. Tu comprends ? Alors ça, il faut tout de suite arrêter les petits jeunes. Là, je sais que vous êtes hyper motivés à faire de la moula, habiter à Dubaï et acheter des yachts. C'est super. Ça vous crée des ambitions et des objectifs. Mais il y a une manière de faire. Je rappelle et je répète et j'insiste sur ce point. Donne pour recevoir. Si tu fais semblant de donner ou que ça sent que tu n'es pas authentique ou que tu es là pour gratter, ça se sent. Donc tu fais du réseau, tu crois que tu fais du réseau, mais moi je les vois même dans les endroits où je vais, dans les conférences. Je vois, en fait, toi tu fais quoi dans la vie ? Je sais qu'ils savent déjà ce que je fais dans la vie. Tu vois, il y a un moment donné, il faut être plus authentique dans ta manière de démarcher les gens. Comme toi quand tu m'as contacté. Ouais. Tu vois, tu as été beaucoup plus authentique. Je sais même plus comment j'ai fait, mais. Tu as été authentique, donc je l'ai senti, tu vois. Tu as des gens, ça se sent qu'ils veulent te gratter, tu comprends ? Et ça, il y a un moment donné, tu vas rencontrer tes limites. Et c'est ce qui s'est passé pour la plupart des infopreneurs qui ont fait qui ont niqué des gens ou qui sont allés trop loin dans je veux gratter des gens et finalement qui dégringolent, tu vois. Et idem pour les influenceurs qui étaient là, ouais, code promo, les influenceurs de télé. Bah regarde, la vague, ça fait mal, hein, le retour de bâton là. Totalement. Donc il y a un moment donné, c'est bien d'être ambitieux, c'est bien de vouloir gagner de l'argent, c'est bien d'avoir des super projets, des super idées, voilà, on peut tout lister, hein. Mais avant tout, reste-toi dans tes valeurs. Surtout, fais attention parce que l'argent, ça brûle les doigts. Le pouvoir, ça brûle les doigts. Et surtout, si tu as manqué et que tu as connu la précarité, tu vas tomber dedans. Une chance aussi que j'ai, je le sais, c'est un avantage. Moi, j'ai pas connu la précarité. Je viens pas d'une famille pauvre. Donc, je n'ai pas du tout l'argent qui me brûle les doigts. C'est aussi peut-être ce qui m'a aidé. Ouais. C'est quand je vais voir quelqu'un, je ne veux pas lui prendre son argent, moi. Puis tu es obligé, je pense, à un moment, un peu du stoïcisme aussi sur beaucoup de choses. Mais il y a un moment, tu es obligé d'être détaché. Mais oui. Je pense que ce soit de l'argent, que ce soit de tes émotions, comme tu le disais. Enfin, il y a plein de choses où tu es vraiment obligé d'être détaché. Et comme tu le dis, je pense que pour créer du réseau, faut. Après, il y a quand même des choses, tu vois, qui se font par intérêt, parce que forcément. Mais ce que je veux dire, il faut que ça reste sain, comme tu le dis. Non, mais l'intérêt, c'est bien. Enfin, aligné avec eux-mêmes. En fait, il y a une nuance entre. On a tous un intérêt envers quelqu'un, même ton meilleur ami, tu as un intérêt à être ami avec lui parce qu'il a des centres d'intérêt qui, toi, t'intéressent. C'est un intérêt. C'est ça, c'est logique. En fait, tu as avoir un intérêt à contacter quelqu'un et il y a ta manière avec laquelle tu comptes utiliser quelqu'un. Moi, par exemple, j'ai un intérêt à te rencontrer parce qu'on va faire un podcast ensemble, ça me crée un contenu, j'échange avec toi, tu m'apprends des super choses, etc. Ouais. Mais je compte te donner autant. Tu vois, c'est équilibré, c'est win-win. Et puis c'est possible qu'un jour tu m'appelles, tu me dis Alex, faut que tu coaches peut-être sur mon secteur sportif, un tel ou un tel. Enfin, exactement, on sait pas. C'est équilibré. Ouais. C'est donnant, c'est du troc. Tu vois mais ça, faut laisser, tu vois, un peu la magie de. C'est un peu la magie de la vie que j'appelle ça, où faut la laisser faire et tu peux pas tout anticiper. Tu vois, t'as le droit d'avoir des objectifs, des visions, mais faut pas tout anticiper. Et t'as des gens, ils vont se dire, regarde lui. Tu vois, ils vont penser à Yomi Denzel. Ouais. Imaginons, je te prends l'exemple. C'est un bon exemple. Yomi, il gagne X millions par mois. Lui, c'est sûr, je deviens son meilleur pote. C'est sûr, je vais le gratter. Tu vois, t'as des gens, ils vont penser comme ça. Ouais. Mais je te le dis, ça ne marchera pas. Il y a personne qui va réussir en pensant dans son énergie qu'il va aller choper Yomi et le gratter, qui va réussir. Il va réussir 2 jours. Il va finir par s'en rendre compte où il va y avoir un fait, je ne sais pas si c'est surnaturel, etc. Il va redescendre. Il va se faire redescendre, tu vois. C'est sûr. Donc, il faut vraiment changer son mindset. Alors, tu peux avoir envie d'avoir de l'argent, de l'ambition, de la réussite, mais change ta manière dont tu veux utiliser les gens. Ne les utilise pas. Ce que tu veux dire. Tu leur donnes et t'inquiète pas, ça va venir tout seul. Ouais, c'est magique. C'est de la magie de la vie. Il faut laisser faire. Ouais. Si tu donnes, tu reçois. Exactement. Pour continuer, du coup, là, t'entreprends à ce moment-là. Yes. Comment tu grimpes les échelons après ? Parce que du coup, il y a une sorte d'irréputation qui se crée. Ouais, déjà. Tu commences à monter peut-être un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. Je passe de 1000 à 10 000, 15 000. Tu vois, je fais des petites OP, je fais parfois des petits concours. Je me positionne dans des événements presse. Okay. Quand il y a des inaugurations, j'y vais. Quand il y a des avant-premières, j'y vais. Je me dis, plus je suis visible, plus on me voit. Ouais. Donc, et c'est pas forcément, encore une fois, pour être visible. Moi, je voulais pas être connue. Mais c'était vraiment parce que pour les réseaux, ça avait quand même un impact. Je le voyais bien. Parce que tu te partages dans tel endroit, l'endroit il te repartage, etc. Tu commences à être visible dans ton lieu dit et en plus je dois avouer qu'on avait l'opportunité aussi de la période. C'est plus facile de se développer à la période où je me suis développée qu'aujourd'hui et j'en ai conscience et je le dis à mes élèves. Je leur dis attention, vous ne pourrez pas faire des ascensions maintenant tout de suite qui sont exponentielles comme celle de Noelita ou Caroline Receveur à l'époque. Donc il y a d'autres stratégies à mettre en place, des stratégies de pédagogie, d'humour, etc. Mais voilà. Donc j'ai eu l'avantage déjà de la période, faut dire la vérité, tu vois. Et puis il y a l'avantage de mon relationnel. Moi j'adore parler, t'as vu là je te parle, j'ai l'impression que je te connais depuis 47 ans, alors que je n'ai pas 47 ans. Donc voilà, y a ça aussi je sais que c'était un atout.
Ensuite, il y a le fait que j'ai beaucoup aidé des gens, même, mais spontanément. Tu vois, j'ai un ami qui avait une crêperie en centre-ville de Montpellier. Je suis allée l'aider spontanément quand il a ouvert sa crêperie. J'ai même testé une application mobile qui s'appelait Alice 4 Pass où on regroupait plusieurs de mes partenaires. On avait des avantages si on avait l'application. Enfin, voilà, j'ai tout testé pour aider les gens. Au bout d'un moment, ça te revient. À la gueule. Mais il faut dire la vérité. Mais tu as toujours été sans attente. Moi, j'avais l'attente de trouver des clients. Je t'ai dit, je le faisais pour le travail au départ. Sauf que je vais comprendre très rapidement, parce qu'au départ, j'avais 2 comptes différents. J'avais un compte pro et un compte perso. Et je me rends compte que le compte pro, tout le monde s'en fout. En fait, tout le monde veut m'entendre dans mon compte perso. Et là, je comprends un deuxième truc, c'est le storytelling. Donc, j'avais compris la e-réputation. Et là, je comprends le storytelling. Et les gens... Finalement, même s'ils sont intéressés par ce que tu dis ou les ambitions que tu as ou les conseils que tu as à leur donner, ils achètent d'abord une personne quand ils te suivent. Alors, je dis ils achètent, ils ne te payent pas, mais quand ils décident de cliquer sur le bouton « Je suis », ils veulent pouvoir s'identifier. Ils achètent un concept. Le concept Alice. Alice doit être un personnage auquel je m'identifie ou pas, ou que je juge ou que machin, mais il se passe quelque chose entre moi et elle qui est impalpable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai ce que tu dis parce que même encore aujourd'hui, j'ai un ami, tu vois, qui faisait des rien à voir, mais des Facebook ads, tu vois, pour une grosse société. Et c'est une société, je crois que c'était peut-être L'Oréal France ou un truc comme ça, je sais plus. Et en gros, il me disait, ce qui est dingue, c'est qu'il lance par exemple des publicités Facebook ou même des opérations commerciales sur sa page, donc sur la page de la société. Et il lançait des fois avec une personne qui était ambassadrice ou autre, et il convertissait 5 fois plus avec l'ambassadrice que via une marque. Alors pourtant, c'était une marque très connue, tu vois. Les gens le comprennent parce que je vois beaucoup de personnes aussi en ce moment qui ils créent encore des comptes différés de leur page perso, alors que les personnes, par exemple, demain, je prends l'exemple d'un coach sportif, vu que ça a été mon secteur de prédilection, s'il crée sa page de compte pro, à ce moment-là, en général, les gens, ils s'attachent moins parce que du coup, il n'y a pas une personne derrière. Il y a souvent peut-être un groupe ou autre, et je comprends tout à fait. Ouais. Voilà. Ok, donc après, tu pars dans cette direction. Ouais, je pars dans cette direction. Je me rends compte que mon compte pro, il ne sert plus à rien. Je vais le mettre de côté. Et je vais raconter, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais raconter mon anorexie, je vais raconter la relation toxique, je vais raconter des choses aussi personnelles. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire plaisir à des voyeurs. L'idée, c'est d'offrir à des gens qui ont peut-être besoin de l'entendre que leur récit n'est pas hors norme, dans le sens où ils ne vont pas s'en sortir. Dans le sens, on n'est pas tout seul. Tu vois. Et comme je donne des morceaux de mon histoire, qui n'est pas la pire non plus, hein, je n'ai pas grandi à Gaza, je me dis, peut-être que ça va parler à une personne ou 2 personnes, et ça finit par marcher. Donc, alors, bien sûr, je vais redoubler de créativité, je vais parfois poster 3 fois par jour, je commence à me positionner sur tous les hashtags, je vais utiliser toutes les techniques que j'ai appris dans mes formations, évidemment. Je vais faire tel post, telle vidéo, telle story, je vais mettre telle position, je vais aller dans tel endroit, je vais faire telle photo à tel endroit, dans tel café qui est Instagrammable, dans tel machin. Je vais quand même mettre en place des stratégies, tu vois. Tu crées ta société avec tes stratégies, c'est hyper important. Et puis je vais créer, du coup, moi, mon objectif initial, rappelle-toi, c'est de créer un objet, donc mon objet, c'est mon compte Instagram, qui est la preuve pour pouvoir vendre mes services de community manager. Ouais, c'est sa vitrine. Donc, je suis ma vitrine. Donc, ma vitrine, tu la soignes, une vitrine, tu vois. Sauf que je me rends compte que je commence à kiffer plus ma vitrine que le métier au départ pour lequel je fais. Tu vois. Problème. Ouais. Et même, je me rends compte que ma vitrine n'est pas une vitrine, c'est les clés de passe-partout et je rentre dans toutes les portes. Toutes. Agroalimentaire, on me contacte dans l'aéronautique, on me demande des conseils en fait en développement de compte parce que les gens voient bien que ça se développe chez moi. Et je me rends compte que je suis pas un community manager, je suis un consultant digital. Je me rends compte que en fait, moi, ce que j'aime, c'est la stratégie, c'est comment on fait monter le truc, tu vois. Après, toute ma vie, faire des posts, j'en ai fait pendant beaucoup de temps. Hein. Même une période, j'avais 15 clients par jour. Je gérais 3 ou 4 téléphones, parce que tu peux mettre que 5 comptes par téléphone. Ouais, c'est vrai. Donc, c'était très chiant. Et en fait, c'était robotique. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment, OK, on est où là ? On a quoi devant nous ? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? OK, on va faire quoi comme stratégie ? Moi, j'aime la stratégie. J'aime, voilà. Ça me vient de mon père. Mon père, il était prof à HEC en négociation, en stratégie, tu vois. Et je pense que c'est un truc familial. Ouais, t'as retransmis plus la créativité ou... la créativité, c'est ma mère. Ok, voilà, donc t'as mélangé les deux. C'est bien, au moins c'est un bon mélange. Voilà. Et du coup, là, après, ce que tu faisais, c'était produits exactement, tu vendais quoi ? Juste pour être plus précise. Alors, les produits, ça arrivait plus tard encore. Donc là, pour l'instant, je vendais des services. Ok, juste du service. Alors, soit du community management, soit toujours, j'avais gardé la com 360, donc tout ce que tu vas englober avec web, graphisme, packaging, machin, ce que font les agences de com. Voilà. Affiches, flyers, etc. Tu le vendais sous le nom de Alice ? Non. Non, sous une forme d'agence quand même. Oui, une SARL. À l'époque, j'avais une associée.
Ok. Donc on vendait nos services. On faisait aussi du marketing d'influence. On proposait par exemple à une petite marque, je vais te donner un exemple concret. On avait un client qui s'appelait Nashi, qui venait d'arriver à Montpellier, qui dit ok, je dois faire un événement d'inauguration, je veux des influenceurs, je veux des ads, En fait, on lui faisait un truc 360. C'est-à-dire qu'on lui fait ses visuels, on lui ramène les influenceurs, on lui fait tout l'événement sur place, on fait les animations sur place, on ramène le traiteur, on fait les ads avant, pendant, après, on fait les photos boosts et les machins. En fait, c'est 360, c'est comme 360, comme tu l'imaginerais. Un truc global, quoi. Ouais, et pour les gens qui nous écoutent, je pense que tu as eu le souci, mais tu as beaucoup de personnes, par exemple, ils vont te dire mais comment tu as fait pour faire 360, etc. Et on revient en fait sur l'audace. À ce moment-là où je pense, pour un traiteur, tu vas passer un coup de fil à plusieurs traiteurs, tu compares des devis. Beaucoup de personnes qui comprennent pas qu'il faut quand même des fois sortir son téléphone, oser appeler un endroit et ainsi de suite. Tu peux pas tout faire. Moi, j'avais pas une entreprise de location de photobooths. Toutes les agences font ça, en fait. On peut pas avoir tout dans son chapeau. Toutes les agences font ça, mais des fois, tu as des personnes où elles vont signer leur premier contrat et la personne, je sais pas... elles vont pas oser faire. Voilà, elle veut du Facebook Ads. Personne, elle dit, bon, bah non, ce secteur-là, je peux pas parce que je fais que des Facebook Ads. Et c'est trop dommage parce que du coup, tu perds des gros contrats, tu vois. Mais c'est une évidence ce que tu dis. En fait, il faut... dites oui d'abord. Et après, on verra comment on va s'organiser. Tout le monde, il y a une réponse à tout. Quitte à même, tant pis, ce client-là, il vous rapportera rien parce que tout ce que vous allez gagner, vous allez payer le gars pour les Facebook Ads, ok, mais vous allez garder ce client pour plus tard. Et puis le client, il se souviendra que c'est toi qui as fait ça et pas forcément le prestataire. Là, tu développes ton agence. Je vais me rendre compte que l'influence, ça va me saouler. Alors, c'est pas les influenceurs qui me saoulent vraiment, c'est que vraiment le paramètre humain, sous toutes ses formes, me saoule en fait. C'est-à-dire que tu as la marque qui a beaucoup de demandes, souvent alors qu'elle ne paye pas beaucoup l'influenceur. Nous, on est en pilote entre les deux, entre la marque et l'influenceur. Et il faut qu'on arrive à briefer l'influenceur qui parfois lui a ses propres contraintes, donc contraintes de feed, contraintes d'humeur, contraintes de temps, enfin voilà. Ouais, je vois totalement. Donc, je me rends compte qu'en fait, gérer les humains, c'est compliqué, tu vois. Et moi, je suis tellement carré, je comprends pas qu'un influenceur puisse me dire ah mais j'ai oublié, tu vois. C'est un truc que voilà. Puis je sais pas si tu avais eu le souci, mais nous avec la société en marketing d'influence qu'on avait, où on était entre les deux comme toi, où on faisait entre les marques et entre les personnes qui voulaient les marques. En gros, ce qui se passait, c'est que des fois, je me rappelle, j'avais même des fans qui disaient par exemple je veux Nabila. Et par exemple, Nabila, elle vendait pas à ce moment-là, ou en tout cas, elle marchait moins bien. Et en fait, moi, je les prévenais et on leur disait non, faudrait peut-être prendre un tel ou un tel parce qu'en ce moment, il est plus mis en avant. Marche mieux, et du coup, ce qui se passait, c'est que la personne voulait pas. Donc, elle plaçait, je dis n'importe quoi, tant d'argent dans le vent. Et à ce moment-là, c'est là où moi, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que mon éthique dans ce secteur, il est très faussé parce que tu es obligé de vendre des choses qui vont peut-être pas fonctionner pour des marques et mettre de l'argent dans le vent. Et souvent, c'était, je sais pas toi, mais des fois, j'ai eu des personnes qui m'appelaient où ils lançaient juste une société, ils s'amputaient même pour avoir cet influenceur-là. Et je me suis dit, ça va trop loin. En fait, quand tu payes un influenceur, normalement, tu n'es pas censé attendre des résultats. Tu payes normalement la notoriété. Le problème, c'est que cette notoriété, c'est parti en couille. Tu l'as vu, les prix, ça partait dans tous les sens. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, les Français, ils en ont eu ras-le-bol parce que ça se répercutait aussi sur leurs produits à la fin. Ouais. Puis surtout qu'ils avaient... quand tu mets 5 000 € et que tu n'as pas de retour, c'est 5 000 € dans le vent. Tu vois. Non, mais là, regarde, toute la chaîne, en fait, ça allait pas. T'avais Bidule Machin, qui est, on va dire, c'est la marque Bidule Machin. La marque Bidule Machin met, je sais pas moi, 10 000 € dans Nabila. Nabila prend ces 10 000 €, fait son travail. Ok, mais son travail, tu peux pas convertir 10 000 € pour vendre des mascaras. Enfin, à un moment donné, vous avez vu le nombre de mascaras que ça correspond pour une story. Enfin, juste mathématiquement, ça n'est pas possible. Tu as eu des success stories, tu vois, avec des e-commerce. Enfin, j'ai un ami même qui fait des e-commerce et il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions. Et c'est vrai que c'était, moi quand je l'ai vécu, vu que lui il le faisait en parallèle, je voyais ça, ça peut te faire, ça peut te péter le crâne, tu vois. Ouais. Mais j'ai eu l'impression que c'était des exceptions en fait. Et bien sûr. Et en plus, bon, logique, les managers de ces Nabila et compagnie, comme ils ont des exemples de ces exceptions, ils disent achetez-nous ça 10 000 €, vous allez faire cette exception. Or, c'était pas le cas. Ouais. Et donc, à la fin, c'est imputé sur le client final, parce que le mec qui vient de mettre 10 000 € dans Nabila, il espère bien récupérer sa thune si c'est pas par toutes les ventes que Nabila va faire. Il va prendre la photo de Nabila, il va faire des ads. Il espère bien, à un moment donné, en vendant ses mascaras, et encore récupérer ses 10 000 €. Faire des ads, tu pouvais pas forcément, parce qu'il y avait eu les droits d'image et tout ça après. Voilà. Et encore, comme tu as dit. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? Lui, il doit faire un hold-up. Donc, son mascara qu'il a acheté 17 centimes sur AliExpress, il te le vend 17 €. Mais parce que, voilà. Mais donc, ce qui a fait que cette espèce de microcosme là, c'était la merde. Et donc ça, Booba, il a tout cassé. Et c'est pas plus mal. Alors, nous, on faisait que de la micro-influence dans notre agence 360. C'était pas du tout notre cœur de métier comme toi. Juste on proposait, tu vois, exemple inauguration. Vous voulez qu'il y ait des influenceurs sur place, en plus de la presse, etc. Il y a pas de souci. Et j'ai préféré passer du côté annonceur, plutôt chez le client, dans le privé, qui me demande de temps en temps des influenceurs, entre autres de plein d'autres missions.
que je sais faire à la base. Voilà. Ouais. Après, c'était avec ce que tu avais bâti sur le réseau. Dans tous les cas, après, ramener des personnes, c'était juste passer des coups de fil et avoir du réseau. Sûr. Et c'était... Pour faire plaisir en plus. Moi, j'essaie de négocier. En fait, j'ai la bonne place. Mes potes, ils me disent, moi, je veux tant. Je dis, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Ouais. Et la marque, elle me dit, nous, on a que ça comme budget. Donc, moi, je suis transparente, je prends pas de marge dessus, puisque moi, pourquoi j'aimais bien aller chez l'annonceur, c'est que l'annonceur, moi, j'ai mon salaire, j'ai mon contrat avec lui. Payé pour un donc, global. Je n'ai plus à essayer de prendre une marge sur un tel et un tel. Donc, moi, ma relation est saine avec les influenceurs et avec la marque. C'est-à-dire que moi, ma mission, c'est juste, je dois répondre à ma mission de la semaine, qui est de te trouver 4 influenceurs pour ton inauguration de machin ou ton concours de machin. Enfin, voilà. Mais c'est bien que tu aies une relation saine avec ça parce que j'ai des souvenirs où tu avais des agents ou des agences qui nous appelaient et ils nous disaient Alex, si tu me prends un tel ou une telle, je vais citer personne, jusqu'à minuit, je te le fais à moitié prix, tu vois. Ouais, non, mais moi je supporte pas. Et du coup, tu étais là, tu étais même obligé, du coup, si tu voulais vendre ou pas, tu pouvais rappeler des sociétés, leur dire là, il y a un positionnement, mais c'est à la. Enfin, en fait, c'était par WhatsApp, c'est par mail au début, et je me dis, mais dans quel monde on est ? Après, maintenant, je bosse beaucoup par WhatsApp, j'avoue, parce que ça se démocratise, mais c'était exagéré. L'exemple que tu viens de donner. Tu te rappelles quand je t'ai parlé de il faut donner pour recevoir ? Là, tu es face à des mecs qui sont rentrés dans le business du jour au lendemain avec l'influence, qui se sont dit oh là là, on est les rois du pétrole, qui ont eu des vies avec la peur de manquer et qui ont connu les situations précaires et qui ont un rapport à l'argent qui est pourrave, tu vois, et donc qui ont créé cette ambiance en fait dans l'influence, mais c'est pas que dans l'influence, dans le trading, le crypto trading, le bitcoin, on a eu tous ces mecs là. Ouais, on a eu tout. Ouais. Mais ça c'est quoi ? Mais ça c'est sur le long terme, c'est de la merde, ça te rattrape en plus. Les gens, ils se rappellent de toi comme le gros forceur qui veut te faire une opération de ci ou ça. Donc, c'est pas bon. Puis même au-delà de ça, tu vois, même psychologiquement, pour toi et la valeur intrinsèque que tu as. Demain, je sais pas, tu fais une conférence, tu me dis Alex, moi, la conférence, c'est 10 000 €, je dis n'importe quoi. Et ça veut dire que là, tu vas m'appeler en last minute, tu me dis Alex, je te fais une conférence à 2005. Même pour la valeur que tu as pour toi, mais bien c'est sûr. horrible, tu vois. C'est-à-dire que tu es prêt à te brader. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ton prix, déjà, il est infondé, il est même pas calculé sur une stratégie ou une logique, tu vois. Ouais. Non, mais je suis d'accord. C'est ouf. Je suis d'accord. Voilà. Donc moi, ce milieu-là, non, moi je préfère travailler avec des entreprises qui ont pignon sur rue, payer mes impôts. Je réside en France, mes sociétés sont en France. Il n'y a pas de société offshore. J'ai pas de LTD à Londres. Je pourrais, hein. Je connais toutes les astuces, avoir un petit compte conto, tout ça. Non, moi je fais tout en France. D'ailleurs, j'ai reçu tout à l'heure ma déclaration et mon attestation fiscale des impôts français, comme quoi tout est en règle. Je suis ravie. C'est cool. Ça ne me dérange pas de payer mes impôts. Voilà, ça fait chier. Tout ce que tu gagnes en France, y a la moitié qui se barre. Voilà, c'est point. En fait, après, on c'est le sait, jeu. quoi. De toute façon, à partir du moment où tu commences à entreprendre en France, tu acceptes de jouer avec les règles qui sont comme ça. On ne va pas les changer. Enfin, peut-être que ça bougera, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'aura pas la force de les changer. Je comprends encore une fois les gens qui veulent avoir des grosses progressions. Il vaut mieux partir à Dubaï parce que t'es moins imputé, t'as plus d'opportunités de rencontrer des entrepreneurs et tout ça. Et t'as des raisons de vouloir le faire. Parfois même, tu as connu justement une précarité, tu as besoin de sortir ta famille de la merde. Et voilà, parfois t'as pas le choix en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais le choix. Encore une fois, je t'ai dit que j'avais une enfance qui n'était pas difficile, donc c'est facile aussi de dire ce que je te dis, de dire ouais, moi ça me dérange pas de payer mes impôts. Bah ouais, mais moi j'ai un filet de secours, tu vois, quoi qu'il arrive. Donc c'est facile d'être comme moi, donc je le sais aussi. Mais moi, ça me fait plaisir, comme j'ai ce filet de secours, de pas faire partie des gens qui partent et du coup qui contribuent. Il faut bien qu'il y ait des gens qui restent, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Bah voilà. Donc, moi, tu me verras jamais. Je pense pas que j'aurai une Lambo à Dubaï. J'aurai pas les moyens. Je ferai partie des gens qui auront une classe moyenne plus. Ça me convient. Voilà. Oui, puis après, si t'es aligné avec toi et que tout va bien, c'est ce qu'il faut. Moi, ça me va. Ok, cool. Du coup, là, t'es parti avec ton agence. Tu fais ça pendant un temps. Est-ce que tu fais ça encore aujourd'hui, du coup ? Alors, oui, mais sauf que je vais changer le format. Recréer donc une URL. Et là, c'est la période Covid. Compliqué. Parce que la plupart de mes clients qui ferment pour fermeture administrative, enfin fermeture Covid, quoi, moi je leur dis, il est hors de question que vous me payiez si vous êtes fermé. J'ai pas envie de vendre mes services, alors que mes services c'est dans le monde réel quand vous avez des clients. Si vous fermez, j'ai pas envie que vous me payiez. Tu vois, je trouve ça pas normal, surtout que moi mes charges elles étaient assez minimes. Au pire, j'avais des alternants, tu vois. Donc c'était des charges, je sais plus, avec les aides, un alternant il te coûte 1 100 € maximum, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc je pouvais encore survivre. Et d'ailleurs, je préférais payer mes alternants avant de me payer, ce qui est normal. Et donc c'est là où au même moment, entre ce Covid qui démarre et on va avoir les premières annonces des confinements, je vais avoir mon mentor que j'ai appelé mon mentor. Pour moi, c'est vraiment une personne qui a changé ma vie. C'est un monsieur qui me suivait sur Instagram, qui s'appelle Fabien Prêtre. Le mec est quand même le mec qui a revendu Easy Flyer à Vistaprint 54 millions d'euros. Hein, c'est pas mec propre. Et je me disais, mais pourquoi ce mec me suit sur Insta, tu vois ? Okay. Improbable. On n'est pas la même génération, on n'est pas du même monde. Et il me disait, mais toi, t'es marrante, t'es rigolote. Et puis, j'aimerais que tu prennes ma fille en stage parce que comme toi, je pense qu'elle vient d'un milieu pas trop défavorisé. Mais je veux qu'elle ait comme toi la niaque du travail. Et donc, je l'ai pris en stage. Et du coup, il est venu avec elle en stage.
Ok. Trop rigolo, j'avais la fille et son père. Et son père me dit, mais Alice, ce que tu nous apprends sur le digital, et pourtant lui il est calé, marketing et tout, le mec il sait tu m'étonnes. Il me dit, c'est de l'or en barre, ce que tu apprends à ma fille et ce que tu m'apprends. Tu dois donner au monde cette formation, et pas juste dans des petites formations comme ça, en petits groupes. Ça a de la valeur ce que tu fournis, toi. Et il me fait réaliser que ma formation a vraiment une valeur, tu vois. J'ai un mec qui vend son entreprise à Vistaprint, un génie, qui me dit ça, et je me mets du coup à enregistrer toute seule, c'était bricolage à l'époque, mes petites formations en ligne, et il me crée ma petite plateforme en ligne et tout ça, machin, et en fait ça marche super bien. Et pendant la période du Covid, là, entre mars 2020 et 2021, quoi, en gros, là je vais avoir énormément d'élèves, et je fais 0 ads, tout est organique. Organique et que sur de la formation à ce moment-là. Et voilà, et qu'il y a du bouche à oreille. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui finit ma formation, en fait, il me fait de la pub. Que des femmes principalement, non? J'ai 70-30 à peu près. Ouais, ça va, ok. C'est assez équilibré. Moi, je parle beaucoup aux hommes sur mes réseaux. Okay. Je suis pas trop... alors, je suis très féministe, mais je suis pas le féminisme de « Ouais, venez les filles, on se parle entre nous ». Moi, j'ai une très bonne relation avec mon père, avec mon frère, avec mon mec actuel. C'est pas radical. Ah non, pas du tout. Ouais, c'est des gros sujets d'actualité encore. Non, moi, je suis pour le féminisme égalitaire, en fait. Enfin, comme je suis hoministe. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je suis les deux, en fait. Je vois pas le truc de « Non, oui, on proteste ». Je pense qu'il faut qu'ensemble, on avance, sinon ça marchera pas, de toute façon. Parce que là, on est dans une société... de toute façon, on a toujours avancé ensemble et non, la nature. Ensemble, hein. Ouais, ce que je veux dire, c'est que la nature humaine, elle reste comme ça, donc voilà. Il faudra toujours l'un et l'autre, tu vois. Ça bougera jamais. Mais dans le sens, pour moi, de toute façon, si tu veux changer une société patriarcale, si toi-même tu vas avoir un comportement qui est un petit peu radical, où tu fais, on va dire, du patriarcat inversé. Bon, bah, tu vas te retrouver face à un mur. Tu vois, tu vas pas dire à la société patriarcale, bah non. Donc, il va falloir que petit à petit, la société patriarcale, tu la fasses revenir un petit peu matriarcale et que ce soit équilibré, en fait. Mais bon, ça, c'est utopique. Hein. Oui, c'est sûr. Je sais. C'est sûr, Voilà. Après, il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts à la discussion, heureusement, tu vois. Oui, heureusement. Ok, donc là, tu lances les formations. Après, tu as fait d'autres conférences, si là, je me trompe pas. Ouais, là, je vais commencer pas mal de conférences, pour le coup, parce qu'en fait, je me rends compte que j'aime la scène et tout, que j'aime voir les gens, en fait, en vrai. Et je me rends compte aussi que je suis un peu une humoriste. Dans l'âme. Donc moi je fais des conférences spectacles, tu vois, je suis pas là devant mon PowerPoint et je dis alors là racine carrée de 35 divisé par pi multiplié par cosinus du sinus de l'hypoténuse. Non, moi c'est pas comme ça mes conférences. Moi j'arrive, je te fais ouais vous êtes chaud, tu vois, et les gens se régalent et ils se rappellent souvent parce que en fait pour moi la conférence tu transmets, même tu donnes en fait, c'est comme si tu donnais un petit morceau de toi, de ton énergie que tu vas donner à quelqu'un et à tout jamais il va l'avoir, tu vois. Après il en fait ce qu'il veut. Il y en a le lendemain ils ont oublié et il y en a encore aujourd'hui, 2 ans plus tard, il me parle de mes conférences. Alice, quand je t'ai rencontré ça a changé ma vie. Juste l'énergie déjà quand je rentre sur scène, tu vois. Un peu à l'américaine, il y a beaucoup de conférenciers américains un peu dans le même style, non? Oui, dans l'énergie, mais pas dans le message. Parce que moi, les Américains, ouais, non. Moi, je te dis, j'arrive tout de suite, je dis bonjour. Alors, si t'as un préjugé sur moi, je suis blonde avec des faux seins et que tu penses que je suis conne, tu as raison. Tu vois, moi, c'est tout l'inverse. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser l'autodérision que ouais, moi, je suis Tracy, yeah, America. Non, rien à voir. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Moi, il y a encore la touche française qui est là, quoi. Heureusement. Il y a la touche Alice, surtout la touche authenticité. Moi, je pense que c'est pour ça que les gens ils me suivent, c'est qu'en fait, j'ai pas le physique de mon cerveau. En fait, je suis un contraste, quoi. Et parce que je pense pourquoi ça marche, parce qu'on est tous des contrastes. On est tous des yin et yang. On est tous, on dit l'un le jour, le deux le deuxième jour. On a un profil LinkedIn, on est hyper propre. On a un profil Threads, c'est à la one again de Beast to Fly. C'est mon cas. Voilà, donc, je pense que peut-être j'incarne cette pluralité qu'on a tous en nous. Alors chez moi, elle est un peu caricaturale, on va dire. Voilà. Ok. Tu me parlais justement d'un mentor. Oui. Est-ce que tu conseillerais à des personnes aujourd'hui d'avoir un mentor? Est-ce que c'est indispensable ou non? Parce qu'on entend quand même beaucoup de personnes, en tout cas même dans mon entourage, qui ont un mentor pour les orienter surtout sur la partie entrepreneuriale. Tu le conseillerais? Est-ce qu'il te mentorise toujours aujourd'hui ou pas du tout? Alors, c'est même pas que je le conseille, c'est que pour moi, c'est obligatoire. Alors, attention, il faut pas aller sur Instagram, taper le mot-clé mentor pour trouver un mentor. Un mentor, ça peut être votre boulanger qui vous donne un conseil sur comment lui, il a réussi à reprendre la boulangerie familiale et il va avoir cette phrase qui va vous aider. Moi, mon mentor aujourd'hui, c'est toujours quelqu'un avec qui on discute, voilà. Je lui demande plus aucun conseil. Il a juste été là
à un instant T et il m'a dit ceci, ce que je vous ai dit juste avant. Lance-toi dans les formations en ligne, ton travail a de la valeur. Il m'a redonné cette valeur que j'avais perdue avec ma relation toxique, que j'avais peut-être pas tout court parce que j'avais des croyances limitantes comme tout le monde parce que je me lançais. Puis peut-être avec ta confiance en toi et oui, tout ça. Ouais. Je me suis dit, putain, un gars qui a fait ça dans sa vie me dit ça. Ça y est, pour moi, c'est... Alors après, j'en ai eu plein d'autres des mentors. Moi, par exemple, tu es mon mentor. Moi, je suis enseignable. Moi, tous les gens que je rencontre, c'est mes mentors. Même mes abonnés sont mes mentors. Ils m'apprennent plein de choses, tu vois. Tu sais que j'ai écouté une formation audio là-dessus où justement la personne elle parlait justement du fait d'être enseignable tout le temps. Mais tout le temps. Et il disait c'est dingue parce que même sur 24 heures, tu peux croire que tu es enseignable, mais tu as des moments de ta journée où tu vas avoir ton mental et ton ego qui va repasser et en fait tu es moins enseignable. Absolument. Et je sais que le mec il expliquait justement qu'il virait des personnes de la formation sur la journée quand il sentait qu'ils étaient plus enseignables, il leur dit va prendre l'air et tu reviens, tu vois. Et oui. C'est abusé. Mais c'est important. En fait, alors bien sûr, on a tous de l'ego, on peut pas être enseignable à 100%, et puis c'est important aussi. Et juste pour l'ego, je pense pour prendre des décisions et aller à l'audace, t'es obligé de pas trop mettre en question tout le temps, c'est sûr. Bien sûr, en fait, il faut encore une fois un équilibre entre les deux. Parce que si tu es tout le temps enseignable, tu passes jamais à l'action. Il y a un moment donné, il faut que tu sois sûr de toi, il faut y aller, quoi, tu vois. C'est sûr. Mais si tu es trop dans l'ego, tu te remets pas en question, puis tu finis vite par être périmé, même dans ton savoir. Donc voilà, faut se positionner en être curieux qui découvre. T'es un chasseur-cueilleur des informations, tu vois. Ok. donc un mentor, en fait, pour toi, ce serait, ça peut être autant un ami, ça peut être autant ton chéri, ta femme, peu importe. Ouais, ça peut être quelqu'un sur les réseaux, ça peut changer aussi. Parce que toi, tu évolues avec le temps. Peut-être que la personne qui était le profil qui t'inspirait pendant X temps, tu te rends compte que toi, tes questionnements, ils ont évolué, ton mindset, change. Voilà. Ouais. Donc peut-être que tu as toujours beaucoup d'admiration, d'inspiration pour cette personne, mais c'est plus vraiment cette personne sur laquelle tu as envie de t'identifier et tu as envie de passer à autre chose, et c'est normal, tu vois. Mais par contre, oui, je suis pour le fait que... mais je crois que c'est même propre à l'être humain. L'être humain, pourquoi il s'est différencié de l'animal ? Et pourtant, regarde, les dauphins, ils arrivent à apprendre, les éléphants arrivent à apprendre, les pieuvres arrivent à apprendre, mais l'être humain, il a réussi à faire perdurer son savoir de génération en génération. C'est la transmission qui a fait qu'on est des humains. C'est rare de retrouver une bibliothèque de chimpanzés qui ont écrit aux chimpanzés plus tard, tiens, au fait, tu sais, quand tu mets la tige, alors bien sûr, ils s'apprennent à l'instant T, t'as la mère qui apprend à son enfant, mais il n'y a pas cette transmission intergénérationnelle, et ça, c'est un truc qui est vraiment qui nous transperce et nous transcende en tant qu'humains. Donc le fait d'apprendre, c'est en nous et c'est nécessaire, tu vois. Oui, puis tu retransmets de toute façon le savoir, c'est une retransmission, donc je comprends le fait que ce soit indispensable d'avoir un mentor tôt ou tard, parce Absolument. Et puis même après, avec la sagesse de l'âge, tu apprends un peu plus, tu retransmets, etc. Donc je vois même, totalement. J'irai plus loin encore, y a beaucoup d'études qui montrent que pour retenir, tu sais, il faut d'abord lire, ensuite parler ce que tu lis, ensuite répéter ce que tu as lu, et en fait il paraît que l'endroit où tu le retiens encore plus, c'est quand tu l'incarnes, que tu deviens prof, en fait, que tu le transmets à une salle. Et il y a de plus en plus de gens qui disent mais il y a trop d'infopreneurs de plus en plus avec les réseaux, il y a plein de gens qui veulent devenir coach, il y a plein de gens. Mais alors, bien sûr, déjà, il y a l'appât du gain. Il y a beaucoup de gens qui veulent être coach parce que c'est rentable, la formation en ligne. Et en France, on est en retard par rapport aux États-Unis. Mais il faut se rappeler quand même d'une chose, c'est que les gens sont en quête de sens. Les gens sont en quête d'utilité. Ils ont besoin, dans leur pyramide de Maslow, là, tout en haut, ils ont un besoin pas que de sécurité, etc. Ils ont besoin de trouver un sens dans leur vie. Et je crois que transmettre... alors, si tu arrives en plus à gagner de l'argent et à transmettre et à te sentir utile, tu es au max vraiment de ta confiance en toi, tu te sens aligné, enfin pour les gens qui ont besoin de transmettre, après tout le monde ne veut pas transmettre, mais et donc je pense qu'il y a ce besoin, surtout après le Covid, on a vu de plus en plus de gens en quête d'alignement, en quête de reconnaissance, mais aussi d'utilité dans leur vie, qui ont tous voulu tout lâcher, leur salariat ou leur métier alimentaire de manière générale, pour être dans la transmission. Au-delà du fait que c'était peut-être rentable, et en plus c'est pas vrai parce qu'il y en a pour qui c'est pas rentable, enfin il y en a pour qui c'est très rentable, genre Yomi Angel. Je pense faut être aligné quand même à vouloir donner un minimum. Après peut-être que tu as des personnes avec qui ça marche et pourquoi pas, il y a des anomalies dans tous les cas, mais c'est vrai que c'est un métier où tu te rends compte que la plupart des gens, quand tu leur poses la question pourquoi tu es infopreneur, ou pourquoi tu es prof, ou pourquoi tu es coach, il y a ce besoin, alors je sais pas si c'est le syndrome de l'infirmière, ou ce besoin d'aider les autres pour s'aider soi en fait. C'est souvent des grands blessés comme toi et moi. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a un truc de l'ordre de la réparation et que c'est peut-être uniquement au fond le seul moyen que tu as de te réparer aussi. Tu vois, tu te dis, finalement, j'ai pas eu tous ces obstacles et ces blessures pour rien. Peut-être que je devais passer par là parce que ça m'a ouvert des voies et des portes de la conscience
pour que moi aussi, derrière, je puisse ouvrir d'autres portes de conscience ou de connaissances ou d'apprentissage, enfin, on l'appelle comme on veut, à quelqu'un d'autre, tu vois. Oui, je pense que toutes épreuves que tu vis, peu importe le secteur, à un moment, je pense que tu as des bifurcations de vie qui font que tu es peut-être là pour le retransmettre ou pas. Et c'est ça. je sais pas si tu vois, c'est l'ikigai en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui en parlent en plus. Tout le temps. Et plus en ce moment, j'ai l'impression que chaque fois que j'ouvre Insta, je vois que ça. Et, c'est l'algo aussi, ça. Ouais, ça. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller rechercher sur Google ce que c'est, et je vous invite même à le faire si vous êtes un peu en quête de réponse sur vous-même, c'est très intéressant. Je n'en donne pas plus en détail, ce sera très bien. Ok, donc mentor, c'est pour toi indispensable. Ouais. Ensuite, sur les secondes parties, tu commences à arriver justement sur France 3, à faire un petit peu de conférences, c'est ça? Alors là, ça arrivait un peu après. Alors, entre-temps, moi, mon business s'est bien développé. Entre-temps, mes réseaux s'étaient bien développés. Okay. Pour rappel, j'étais depuis 2017 sur les réseaux. Donc, on va dire que vraiment, mes réseaux commencent à être assez badass vers fin 2019, début 2020. Tu vois, en 2 ans à peu près, j'avais vraiment cravaché. T'as mis un coup de boost, ouais. Voilà. Et puis, sauf que bon, moi, être influenceuse, j'ai fait quelques placements de produits dans ma vie, mais ça m'intéresse pas d'être une femme sandwich. C'est comme ça que je les appelle. J'en fais quelques-uns quand vraiment la marque elle me plaît ou que c'est utile, tu vois, pour moi ou pour les autres. Oui, c'est vrai, depuis que je te suis, je crois, j'en ai quasiment pas vu. Je fais pas, ça me saoule en fait. En plus, je suis nulle. Okay. Je t'ai dit, je suis pas commerciale. Quand j'étais dans l'immobilier, j'étais nulle. À force de me montrer, de parler à l'oral, de créer des reels où je parle face cam, tout ça, on voit quand même. Alors, j'ai pas une éloquence parfaite, mais j'aime bien parler. Je vais d'abord être repérée. Alors ça va être en 2019 par un de mes plus gros clients. Pourquoi ? Parce que j'étais influenceuse et que j'étais chez un concurrent à lui. Au départ, je vais travailler pour lui en tant qu'influenceuse, puis après en tant que conseillère de sa CM, donc influenceuse et conseillère de sa CM. Ensuite, finalement, je vais m'occuper du marketing digital avec son équipe en interne. Et puis après, il va me dire, tu ne vas pas t'occuper de tous les 40 casinos. Ok. Donc d'un coup, je passe de influenceuse à une meuf qui pilote 40 services com en tant que consultante, tu vois. Ouais. J'ai pas eu besoin d'en faire des caisses, il a juste regardé. Il a observé comment je travaillais, en fait. Et c'est quelqu'un d'assez visionnaire, tu vois. Il dit ça je veux pas, ça je veux pas, tu vois. Au moins il sait où il va et c'est très simple. Au moins il connaissait Alice, c'est la fofolle des réseaux. J'ai pas eu besoin de changer pour faire plaisir à mon patron. Il a pris le package, tu vois. Okay. Et aujourd'hui tu interviens chez eux sous un contrat. J'ai un contrat cadre en fait. C'est ma société qui est salariée de sa société. C'est pas moi. C'est un contrat cadre en gros si tu veux. Donc ça après ça te permet d'ouvrir des portes encore pour la suite. Oui, entre autres, à force en fait de travailler, alors je fais pas que lui, je vais en avoir des cinquantaines de clients. Et les gens, ils vont voir que je travaille. Alors soit j'organise des conférences, soit je développe des comptes, des marques, bref, je vais faire plein de choses. Et un jour, j'ai un appel de Ariane Brodier qui m'appelle et qui me dit, alors j'avais déjà fait une interview chez elle, mais en tant qu'invitée, à peu près 1 an auparavant. Et là, elle me dit, on cherche une chroniqueuse digitale, tu veux pas faire de la chronique? Et donc, je dis, bah oui. Et en fait, je le fais. Et finalement, le producteur de l'émission, il aime trop mon passage, test. Et du coup, je signe. Voilà. Ouais, donc vraiment, en fait, tout est parti de ton irréputation au tout début où t'étais personne. Ah mais tout est parti le jour où j'ai dit coucou, je vais me mettre sur Instagram, quoi, tu vois. Ok, c'est pour ça que ça a changé ta vie dans l'introduction qu'on a donnée. Mais même, François c'est un exemple, mais j'en ai 100 000 comme ça des exemples, tu vois. Mais on va pas tous les faire parce je crois qu'il nous reste 10 minutes. Mais... on a bientôt fini. Mais c'est toujours comme ça que ça s'est passé. C'est à chaque fois, c'est l'intelligence relationnelle, c'est rester en bon terme avec les gens, s'intéresser à eux, leur expliquer moi ce que je fais, quels sont les avantages en tout cas qu'ils ont à travailler avec moi. C'est rester moi-même. Moi, tu vois, alors je suis un peu plus corporate sur LinkedIn, mais et encore. Oui, puis après, tout dépend du réseau où tu te places. Mais même, tu vois, moi, je fais un peu des blagues pourries sur mon LinkedIn aussi, tu vois. Et je me rends compte, les gens, ils se rappellent plus de toi parce que tu as cultivé ta particularité et ton authenticité que si tu te donnes un genre ou tu t'achètes une image, tu vois. Ça marche pas dans le temps. Surtout, c'est ce que j'entends beaucoup en ce moment avec le personal branding, où il faut vraiment être plus authentique, être plus transparent et être quitté, en fait. Ouais. C'est clair. Ok. Et je vois bien, moi, que c'est ça qui m'a démarqué. Moi, les gens, je leur parlais tout, même en story au début. Je leur racontais... Je sais pas si je vais le dire. Non, mais limite, je leur disais, voilà, là, j'ai été malade, j'étais à l'étranger, j'ai eu la tourista, c'est la merde, tu vois. Ouais. Alors, il faut peut-être pas aller à ce niveau-là. Non, après, ce que je veux dire, faut faire attention, mais... C'est que parfois, c'est même ta simplicité et ton humanité qui vont te démarquer, plus que... ta capacité à faire du beau, tu vois. Moi, je l'appelle le syndrome du photographe. Je connais plein de potes à moi, c'est des génies de l'image. Ils me disent tout le temps, mais putain, j'évolue pas. Mais mec, c'est presque mort ton truc. C'est magnifique, mais c'est mort. Il n'y a pas de vie, tu vois. Ouais. C'est trop beau. C'est ok.
Mais moi, je m'identifie pas à quelqu'un de trop beau. Je m'identifie à quelqu'un qui m'a ému, quelqu'un qui m'a fait rire, quelqu'un qui pourrait être mon pote dans la vraie vie, quelqu'un qui a une histoire qui, au départ, me ressemblait et maintenant m'inspire. Donc, ça pourrait être mon chemin, tu vois. Okay, moi personnellement, c'est comme ça que je m'identifie. Mais quelqu'un qui a déjà tout est trop beau, tout est... Bah, m'en fous, c'est le conseil, tu vois, que je donne à des personnes qui se lancent parfois ou qui me demandent sur les réseaux sociaux ou qui veulent vraiment faire exploser leur compte, etc. Et il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a posé une question comme ça où elle me disait mais pourquoi j'arrive pas à monter sur les réseaux sociaux, ça fait X années que j'y suis. Et en fait, la réponse a été brutale, mais je lui dis en fait, qu'est-ce qui te différencie des autres ? Bah ouais. En fait, c'est simple sur les réseaux sociaux. Tu peux t'inspirer. En fait, il y a une différence entre s'inspirer et faire la même chose. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui font la même chose au lieu de s'inspirer. Alors, tu peux t'inspirer, reprendre, tu fais à ta sauce, tu remasterises et ça rend de l'authenticité, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde se recopie. Et du coup, tu arrives, même toi, je pense des fois, tu es sur Instagram, en fait, tu vois les mêmes choses partout, le même humour, la même blague. Au bout d'un moment, c'est sûr que les gens vont pas te suivre pour ça, en fait, parce que du coup, tu as peu d'authenticité, ouais. Ouais, et puis alors, bon, le principe quand même des réseaux, regarde, si on prend l'exemple de TikTok, c'est de reprendre une trend, un mème. Mais là, tu as dit quelque chose qui est très juste. Oui, tu peux, mais en fait, tu vas pas faire ça tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ou même si tu le fais tout le temps, il y a ceux qui arrivent à le faire parce qu'ils ont une personnalité et qu'on va les reconnaître. Enfin, en gros, il faut pas... je sais que c'est contre-intuitif, mais la plupart du temps, on a eu au collège ou dans l'enfance une différence qu'on a voulu masquer parce que justement, on rentrait pas dans le moule. Mais moi, je suis plutôt de l'école de cultive ta particularité. Je sais pas, t'as une tache sur le visage, tu la caches, elle te complexe, mais putain, mais faisant une force. Tu vois, c'est ce qui te différencie. Moi, j'ai le physique que j'ai. Pourquoi j'ai voulu faire de la chirurgie esthétique ? Je vous rappelle que j'ai fait de l'anorexie boulimie. Moi, mon rapport au corps, c'était la maigreur. Donc, en fait, j'ai forcé mon corps, entre guillemets, à avoir des formes. Bon, voilà, on veut me critiquer parce que j'ai fait de la chirurgie esthétique. J'ai envie de te dire, moi, ça a été ce qui m'a sauvé la vie, entre guillemets. Voilà. Donc, moi, je vais cultiver ça. Ok, je suis la bimbo conne, mais regarde derrière, j'en ai sous le capot. C'est ça, moi, mon personnel branding. Puis chacun est différent, c'est ce que je dis. Même quand tu as des amis qui te disent je vais faire ça, même si t'es pas en adéquation, toi, ça te fait du bien, ouais, vas-y, carrément. En fait, c'est pas grave, tu vois. Carrément. Ce qu'il faut, c'est et puis surtout cultiver sa particularité et surtout qu'on se sente en phase avec cette particularité, parce que si vraiment c'est terrible à montrer, c'est pas la peine. Si tu te sens mal à l'aise avec ça, que c'est quelque chose qui est pas encore réparé, non, parce que l'idée c'est de tenir dans le temps. Et je suis navrée, mais pour tenir dans le temps, faut être soi-même, parce que tu peux pas jouer un rôle toute ta vie. Au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Ou ça finit par énerver, tu vois. T'as des mecs comme ça qui ont fait des rôles. Le mec qui était le plus tatoué de France, le JPFN. Il y en a plein, hein. Franchement, ça fait trop rire, c'est trop badass, c'est trop rigolo, etc. Mais sur le long terme, déjà, t'es enfermé dans ta case là que tu viens de créer et tu pourras pas en sortir, ça va être difficile. Ouais. Et en plus, toi, pour te connecter à toi et être ancré en toi, ça va être difficile aussi si t'es dans un personnage. Et la plupart des personnages, quand ils sont dans un personnage, je te prends l'exemple des acteurs, tu sais, souvent ceux qui ont été dans l'humour, mais ils disent j'en ai marre, je voulais faire du théâtre dramatique, je voulais faire des rôles durs, on me donne que de l'humour. Voilà. Ouais. Tu vois ? Oui, ce qui est normal. Après, je trouve... Moi, des fois, je suis un peu moins d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où je me dis quand même, si tu veux vraiment bifurquer et que la personne elle a un chemin de vie qui est dans cet axe-là, par exemple, quelqu'un qui veut faire de l'humour et veut faire du dramatique, je pense qu'à force de forcer sur le côté dramatique, si c'est vraiment aligné avec lui-même, il y arrivera, tu vois. Mais il n'est pas impossible de sortir. Regarde, j'en suis la preuve vivante. Moi, j'ai tout fait dans ma vie. J'ai fait de la radio, de la télé, de la musique. J'ai des profs. Enfin, je dis pas qu'on peut pas être polyvalent, mais j'ai eu un leitmotiv qui était le même, c'est je suis authentique. Ouais, d'accord. Donc finalement, tu peux changer. Toutes les difficultés que tu avais rencontrées. Par contre, si j'avais dit, je suis Affida Turner dans la musique et toute ma vie est tournée là-dessus. Je suis mon personnage, j'ai les cheveux blonds, j'ai une très belle crinière, je crie sur tout le monde, machin. Affida Turner, elle va avoir du mal à se présenter en tant que ministre, tu comprends ? Ouais. C'est même si elle le veut. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, on est parce qu'elle est dans un personnage. On ne sait même pas qui est la vraie Affida. Arnold Schwarzenegger, il s'est présenté en tant que sénateur, tu vois. Lui, il est resté authentique. Attends, Arnold, il était vraiment passionné de muscu. Il était vraiment passionné de sport, donc mais il a toujours été passionné de ce qu'il faisait. Dans sa discipline, tu vois. Et dans ce qu'il faisait. Et donc, son personnage est peut-être aussi authentique que sa personnalité initiale. Donc, ce qui fait que peut-être ça marche. Ouais. C'est hyper cliché, mais c'est un bon exemple. Bah oui. Et en plus, je trouve que le sport, c'est pas si éloigné que le fait d'avoir des responsabilités, parce que quand on a le sport, on a une certaine discipline, on a une capacité hors norme. Ouais. À s'autogérer ou à gérer les autres aussi quand on est coach. Donc, je sais pas si c'est très éloigné le sport et la politique, tu vois. Ouais, ou le sport ou l'entrepreneuriat ou l'école de la vie, ça revient sur les mêmes principes. 2 dernières questions encore. Au niveau de ta vision et tes objectifs, t'as quoi en termes de vision sur les années à venir et les objectifs ? Si tu veux pas les dire, tu les dis pas, mais... Non, mais c'est que je réfléchis. Être heureuse.
Voilà. Me sentir toujours alignée, toujours stimulée, créativement parlant, rencontrer encore plus de gens. J'ai pas d'objectif concret. Là, j'ai un super projet qui va arriver. C'est Welcome au Château. C'est ma bâtisse que j'ai achetée, qui est une bâtisse qui a 130 ans. Je suis en train de tout refaire. Dedans, il va y avoir une agence, un studio. Je vais pouvoir faire des conférences sur place, dans ma maison. Donc, je suis trop contente. Trop cool. C'était mon rêve de petite fille, un peu, d'avoir ma maison agence. Et mais bon, ça, c'est un projet comme ça. Mais moi, j'ai toujours... En fait, si tu veux, ma vie est lunaire. À chaque fois que je me lève, j'ai un truc de fou. Tu vois, la semaine dernière, j'ai Audrey qui me dit « Ah, tiens, on va au BFM Awards. » Audrey, que j'accompagne sur BFM. Et donc, je me suis retrouvée en train de parler avec la femme de David Douillet. Enfin, des trucs insensés, tu vois. Et, mais c'est ça que j'aime dans la vie. C'est que... qu'il n'y ait pas de routine. C'est ça mon objectif. Pas de routine, que je sois toujours utile aux autres et que ma vie soit créative. Voilà. Pour ton mot de la fin, du coup, puisqu'on arrive sur la fin du podcast, tu penses que tout ce qui t'arrive, tu vois, au quotidien, qui est un peu... c'est inopiné, mais d'un côté, je pense que vu que t'es aligné, tu vois, ça découle et la vie, en fait, enfin, l'univers t'envoie des choses. Est-ce que tu as une morale par rapport à ça à donner aux personnes qui nous écoutent ? Peut-être le fait de rester aligné ou d'autres choses ? Déjà, c'est très difficile de savoir si on est aligné parce qu'en fait, encore une fois, comme on est enseignable et qu'on le sait, enfin en tout cas qu'on essaie de l'être, on sait tous les soirs en se couchant que est-ce que je suis 100% aligné ? En fait, on se pose tous cette question tout le temps. On ne peut pas se dire en permanence, je suis exactement là où je devrais être, parce qu'on pourrait se dire peut-être que si j'avais fait ça, je serais peut-être aussi là. Tu vois. Exactement. Donc déjà, il ne faut pas trop se mettre la pression avec le fait d'être aligné. Moi, je dis souvent soyez aligné, mais c'est plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que je vous souhaite quand même, là maintenant, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en train de vous dire, ok, je ne sais pas si je suis heureux. Déjà, juste si vous vous posez cette question, je vous jure que ça ne va pas. Alors, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Ouais. Ça nous arrive, même moi, hein, ça m'arrive de temps en temps. Mais là, si vous vous dites, je ne sais pas si je suis heureux, et surtout à cause du travail, j'aimerais que vous vous posiez, que vous fassiez un petit hexagone sur une feuille blanche et que vous notiez, par exemple, mes aspirations personnelles, mes centres d'intérêt, mes points forts, mes points faibles. Vous prenez conscience avec une espèce de roadmap de qui vous êtes et essayez de vous rappeler ce que vous aimiez quand vous étiez enfant, parce que, croyez-moi, ma mère est psychosociologue et elle a toujours fait des hexagones de ma personnalité. Et en fait, on a retrouvé mes hexagones de quand j'avais 3 ans. Et en fait, c'est ma vie aujourd'hui. Donc, essayez juste d'aller renouer avec votre petit enfant intérieur. Vous allez voir, bizarrement, vous allez être de plus en plus aligné. Ce que vous aimiez avant, peut-être qu'il faut le faire maintenant. C'est top. Et je te rejoins aussi sur le fait de faire l'hexagone, justement, de où tu es aujourd'hui, de où tu voulais aller quand tu es enfant, et surtout de qui tu veux devenir aussi aujourd'hui. Et en général, ça te permet de faire les parallèles et se dire que cet hexagone, il n'est pas figé. Si tes centres d'intérêt ou tes défauts sont comme ça, tu peux les changer si tu le veux. Donc super mot de la fin. Voilà. Je termine juste avec une autre phrase que tu m'as dite en off quand je préparais justement le podcast. Tu m'as dit « Les apparences sont parfois trompeuses et on peut faire de nos particularités une force ». Donc moi, je veux terminer juste là-dessus parce que le podcast, c'est au-delà des apparences, donc c'est parfait. C'est moi. Et merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le podcast. Merci à toi, Alex.